Je voudrais d'abord saluer l'initiative des États généraux de l'agriculture alternative qui, pour la 3e année, se tiennent ici à Joigny. On est très heureux d'accueillir cette initiative à Joigny qui chaque année grossit et qui est un vrai lieu de débat où des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes points de vue peuvent venir débattre calmement, paisiblement, pacifiquement. Et pour moi, c'est important parce que c'est ça la démocratie, la confrontation des points de vue, et ça nous fait tous progresser. Ils arrivent, ces États généraux de l'agriculture alternative en 2024 dans un contexte tout à fait singulier où nous venons de traverser une crise agricole, une grosse manifestation qui a permis de révéler aux yeux de tout le monde les complexités, les difficultés, les paradoxes aussi auxquels l'agriculture française est confrontée. Moi, je me suis rendu dès le premier jour à la rencontre de ces agriculteurs dans Lyon qui peinent et qui veulent dire leurs difficultés, leur mal-être, et il faut l'entendre. L'analyse que j'en fais, c'est qu'il y a des explications internationales, mondiales, et puis il y a des explications très locales. Il y a celles sur lesquelles nous, si un simple citoyen, on peut agir, et puis il y a les autres. Les autres, c'est la concurrence complètement déloyale que se mènent aujourd'hui les agriculteurs à l'échelle mondiale, parce que en Europe, face au reste du monde, bien, on impose des normes ici, alors qu'on tolère que rentrent sur notre sol des produits qui n'ont pas les mêmes normes, et puis une opposition qui peut être aussi intra-européenne et qu'il faut résoudre. Ça, c'est le sujet de nos parlementaires européens, et on doit leur dire que c'est une urgence d'harmoniser et que ce n'est pas un gros mot de faire aussi du protectionnisme européen dès lors qu'on sait pour un mieux-être de nos agriculteurs. Localement, et c'est ce qu'on essaye de faire ici aussi, c'est de dire qu'il faut accompagner nos agriculteurs, il faut soutenir nos agriculteurs. On peut soutenir nos agriculteurs déjà par notre acte de consommation. Chacun de nous peut faire ça en étant attentif à ce qu'il achète, en étant attentif à soutenir les filières locales. Il y a un sujet aussi pour nous, les acteurs locaux, les acteurs publics locaux, de soutenir la transformation. C'est-à-dire que dans Lyon, nous sommes une grande terre de production. Et puis au gré des décennies, on a perdu tous nos outils de transformation. Or, la valeur ajoutée, celle qui permet à nos agriculteurs et à nos producteurs de mieux vivre, c'est bien quand ils sont capables de transformer. Et moi, c'est ce à quoi je m'attelle dans le cadre du plan d'alimentation territoriale, c'est faire en sorte de reconstruire ici, localement, les outils de transformation qui permettront à nos agriculteurs de mieux vivre. Mais pour leur permettre de recréer ces outils, encore faut-il qu'ils aient assez de visibilité pour investir dans ces outils de transformation. On va les aider, bien sûr, les fonds européens nous aident à ça, mais c'est aussi leur permettre d'avoir des marchés qui s'ouvrent et qui les sécurisent finalement sur plusieurs années. C'est notamment le travail qu'on a mené avec la ville de Paris, avec la métropole de Paris, qui est en train vraiment de se structurer. On a des filières d'approvisionnement qui se structurent avec tout ce que ça pose comme question derrière. Et le sujet auquel on est en train de travailler, c'est par exemple la logistique. On ne peut pas être à la fois dans son exploitation, à produire, à transformer et sur les routes pour emmener ces productions. Et donc avec la Chambre d'agriculture, on est en train de travailler à ces sujets de logistique avec l'aide de la ville de Paris. Je le sais déjà par avance, mais tu n'as pas attendu le mois de janvier 2024 pour savoir qu'il y avait une crise agricole. Tu travailles depuis des années. Oui, c'est un travail de très très long terme en fait. C'est pas quelque chose qu'on règle en claquant des doigts. Nous, ici, à l'échelle du nord de Lyon, dans le cadre du pays du nord de Lyon, on a travaillé d'abord avec les eaux de Paris, puis avec nos agriculteurs, nos producteurs locaux. On a ouvert des magasins de producteurs, pas à Joigny, mais il y en a dans le nord de Lyon. D'ailleurs, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a financé, parce qu'on est persuadé d'une chose, c'est que la meilleure façon d'aider nos agriculteurs, c'est de leur redonner des revenus. Et la meilleure façon de leur redonner des revenus, c'est de travailler à relocaliser la valeur ajoutée. C'est vraiment un travail de long terme, voilà, c'est un travail de fourmi même, parce qu'il faut monter filière après filière, et puis il faut aussi rassurer
parce que c'est une grande bascule pour les agriculteurs qui peuvent changer de modèle. Moi, je n'ai jamais été partisan de taper sur la tête des gens. Il faut plutôt les emmener, les convaincre, les rassurer, et c'est ce qu'on s'attelle à faire depuis plusieurs années dans le Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue pour cette deuxième journée des États généraux d'agriculture alternative 2024. Alors ce matin, on va parler d'agri-éco local. Bon, voilà, on aime bien faire des petits mots qui marchent facilement maintenant dans la tête des gens. Ça va consister à un truc très très simple qui consiste à savoir comment est-ce qu'on peut produire localement pour satisfaire les besoins alimentaires des populations, mais en même temps conserver une agriculture locale qui soit diversifiée et rendre les territoires, aussi bien que les exploitations agricoles, résilients. Bon, c'est un mot un peu écolo-bobo, mais la résilience, c'est pas un vain mot. C'est comment est-ce qu'on résiste aux chocs, comment est-ce qu'on résiste au changement climatique, comment est-ce qu'on résiste aux crises, comment est-ce qu'on résiste à une pandémie où on ne sait même plus où on va acheter à manger pour nourrir le territoire. Et ça, vous aurez ici des personnes qui peuvent partiellement répondre à ces questions. Je vais rapidement faire un tour de table en vous présentant Hugo Verdonck, qui porte avec d'autres un projet autour de la noix et de la noisette en Bourgogne. Je fais très très court parce que chacun se décrira plus précisément après. Stéphane Comard, hein, qui est avec d'autres à la tête d'une entreprise qui s'appelle Éthicable et qui fait du commerce équitable en France aussi. On a Mélanie Petit de la ferme 8910 qui est exploitante agricole et qui a créé une ferme qui est un mix entre grande culture, circuit court, qui nous expliquera comment et pourquoi. On a Alix Bell, technicienne, ingénieure, qui travaille avec la filière bio et qui aide notamment à installer des micro-fermes pour satisfaire ses besoins. Et Nicolas Soret, qui vient avec son étiquette de maire de Joigny, parce qu'il nous accueille tous les ans, mais pas pour ça seulement. Il est aussi vice-président de région et il travaille très 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 fort à la constitution des projets alimentaires territoriaux. Et il nous décrira tout ça. D'ailleurs, je vais commencer par lui donner la parole. Ok, sans transition. Bien. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Et je voudrais vous dire en introduction combien chaque année je me réjouis, pour la 3e année consécutive, que ces états généraux de l'agriculture alternative se tiennent à Joigny. Et cette année particulièrement, dans un contexte tout à fait singulier, où les sujets qu'on évoque depuis 3 ans, finalement, et que chacune et chacun d'entre nous travaille, se sont révélés à la face de toute la population française au gré de cette mobilisation agricole qui a permis de mettre le doigt sur un vrai mal-être, un vrai malaise de nos agriculteurs qui sont venus témoigner. Alors, parfois avec quelques postures, mais moi je garde le fond surtout, de difficultés à faire face parfois à ce qui est vécu comme des injonctions paradoxales. Et donc je trouve que ces états généraux de l'agriculture alternative, même s'ils ont fait manifestement un peu peur à la préfecture qui se demandait comment cette affaire allait tourner, et je me réjouis qu'elle tourne bien, ce que je leur avais dit. C'est un lieu de débat, c'est un lieu de confrontation intellectuelle, et il faut que ça le reste. Et moi, je me réjouis parce que c'est ça pour moi l'essence de la démocratie, qu'il y ait encore des lieux où l'on puisse calmement, paisiblement, voir des points de vue parfois divergents venir tenter de converger. Donc merci encore pour la mise en place de ces égats. Une fois n'est pas coutume, j'ai pris quelques antisèches parce que j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc année après année, en fait, je me rends compte que je viens vous faire un compte-rendu et un bilan de comment on avance sur le territoire. Et donc cette année, l'année qui s'est écoulée, a été consacrée à structurer notre plan d'alimentation territoriale, notre PAT. Donc on a travaillé à structurer notre PAT à l'échelle du nord de Lyon. Donc, pour faire court, il y a un PAT des 4 intercommunalités rurales, il y a un deuxième PAT pour l'agglomération de Sens, et parce qu'on est tous convaincus qu'il faut qu'on travaille dans le même sens, on a décidé de faire converger tout ça et de marcher ensemble. On en est à un point où donc, nous avons mené plusieurs concertations, on a essayé d'entendre l'ensemble des acteurs, et fort de ce qu'on a entendu, on a structuré une stratégie pour les années qui viennent. Cette stratégie, on va revenir vers l'ensemble des acteurs pour la faire valider, et surtout, on est en train de mettre en place des fiches actions très concrètes pour essayer de faire avancer notre territoire. Les principaux objectifs du plan d'alimentation territoriale du nord de Lyon, c'est bien sûr d'abord un axe de production
pour tenter, c'est ce que tu disais, de relier la production locale à l'alimentation du territoire. On accompagne avec l'idée d'accompagner les agriculteurs qui le veulent, qui le veulent bien, vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. C'est leur souhait, hein, je tiens à le dire, c'est leur souhait, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ils savent, moi les agriculteurs avec lesquels je parle, je me suis retrouvé sur l'Assis là, à Nitry la semaine dernière, personne ne nie qu'il y a une évolution à mener, mais ce n'est pas évident. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner, avec bien sûr ce grand enjeu qu'on commence à voir pointer dans Lyon d'ailleurs, alors que ça n'a pas toujours été le cas ici, mais on voit qu'on est rattrapé par ça, la préservation de la ressource en eau. Donc tout l'axe production. Le deuxième axe est un axe transformation, avec l'idée que Lyon a longtemps été une grande terre de production, sauf que décennie après décennie, en ayant perdu nos outils de transformation, eh bien, on a aussi perdu la valeur ajoutée qui est liée à la transformation de nos produits locaux. Et que moi, j'ai une conviction, c'est que si on veut que nos producteurs vivent mieux, et vivent décemment de leur travail, pour reprendre les propos du chef de l'État, c'est qu'il faut qu'on recrée de la valeur ajoutée ici. Et donc, il faut qu'on recrée nos outils de transformation ici. Mais pour que les outils de transformation puissent revivre, c'est-à-dire pour que nos agriculteurs, nos producteurs puissent investir, encore faut-il qu'ils soient sécurisés en pluriannuel pour être certains que ces investissements, ils pourront les soutenir. Alors bien sûr, on les soutiendra, on les aidera. On a des fonds européens, notamment du FEADER, qui permettent de venir accompagner et subventionner ces outils de transformation. FEADER, je ne sais pas le définir, c'est les fonds européens. Je ne sais pas trop quoi. C'est les fonds européens, voilà. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Des fois, on jargonne tellement qu'on sait. Voilà. Donc, bref, c'est une ligne budgétaire des fonds européens qui est à la main de la région, des régions, en l'occurrence la nôtre, et qui permet d'aider à l'investissement, notamment avec cette vision de recréer des outils de production. Et puis, dernier axe, c'est l'axe consommation. C'est-à-dire que la meilleure façon de soutenir, c'est de faire en sorte qu'on s'approvisionne localement. Alors là, on a plein de fiches actions qui vont être déclinées. C'est le travail que nous, collectivités, on doit faire comme acheteurs publics, à travers notamment nos cantines scolaires, dans le respect de la loi Egalim. Donc moi, je voudrais vous rassurer sur le fait qu'à Joigny, sur les 1000 repas qu'on fait par jour dans nos cantines, pour nos cantines scolaires, on est bien dans la loi Egalim avec 50% de produits locaux qui sont utilisés. Mais c'est aussi le travail sur les circuits courts, par exemple, les magasins de circuits courts, enfin les magasins qu'on soutient aussi financièrement. Et puis un axe d'attractivité, je vois qu'il faut que j'accélère. Non, c'était juste pour dire que le FEADER, c'était le Fonds européen agricole pour le développement rural. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et puis c'est l'axe d'attractivité, c'est-à-dire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est donner à voir. On essaye de travailler à l'idée qu'on pourrait peut-être créer une marque des productions locales du nord de Lyon, parce qu'il faut qu'on arrive, et ça c'est un vrai boulot, à révéler à nos habitants qu'il y a des ressources sur le territoire et qu'ils peuvent consommer localement. C'est-à-dire accompagner ces magasins de producteurs, peut-être en soutenant une marque. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire très localement. Et puis, je vous en avais parlé aussi ces 2 dernières années, je voudrais vous dire que tout le travail qu'on mène avec la ville de Paris, avec la métropole de Paris, a pris corps, vraiment, à travers la création d'une association loi 1901, qui a été constituée l'an dernier, en 2023, qui s'appelle Agri Paris Seine. Et finalement, on n'est pas que le PETR du nord de donc le pays du nord de Lyon et la ville de Paris, mais ont voulu s'adjoindre à la démarche le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la métropole du Havre, la métropole de Rouen. Donc vous voyez que nous, on est un peu les petits poussets, mais on vient aider à bâtir des filières. Grâce à cette structure, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt européen qui s'appelle Seine nourricière. C'est comme ça qu'on l'a... j'ai pas réussi à mettre le moyon dedans. Donc Seine, il faut l'entendre au sens très large du terme. Et là, c'est très concrètement 10 millions d'euros qui vont nous permettre de structurer la filière. Structurer la filière, c'est quoi? C'est aider à retrouver les outils de production qui vont permettre d'alimenter le premier acheteur public français local qu'est
la ville de Paris et ses plusieurs dizaines de millions de repas par an, mais c'est aussi structurer la logistique. Et ça, c'est le boulot qui nous attend avec la Chambre d'agriculture de Lyon, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les chaînes logistiques entre Lyon et Paris. Alors le rêve de la ville, le rêve absolu de la maire de Paris, elle ne parle que de ça, c'est de réhabiliter la rivière Yonne comme principal affluent de la Seine, vous le savez. Donc moi, je suis d'accord avec elle sur le fond, mais je tempère un peu ses ardeurs, parce que pour ça, si on veut partir notamment de Joigny pour alimenter, on a 40 millions d'euros de travaux à mener sur les écluses, et je ne les ai pas. Voilà, donc il va falloir qu'on... Mais au moins, si on pouvait partir du nord de Lyon, de Gron, hein, qui est un port important désormais, pour essayer d'alimenter Paris, on le ferait bien volontiers. Pour le moment, on va d'abord essayer de constituer des chaînes logistiques par la route. Alors, on va essayer de le faire de façon vertueuse, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Dernière chose, puis je m'arrête là. C'est d'ici 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Nous allons refaire l'exercice qu'on aime beaucoup. C'est un exercice de speed dating avec les producteurs de Lyon qui veulent bien nous accompagner. La ville de Paris, désormais, elle fait ça une fois par an. Elle met tous ses acheteurs, parce que c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas un acheteur à la ville de Paris. Il y a autant d'acheteurs qu'il y a de caisses des écoles. C'est cette particularité parisienne où c'est chacune des caisses des écoles des 20 arrondissements qui fait ses achats. Et donc, avec Audrey Pulvar, l'adjointe au maire, on a monté ça depuis l'année dernière. C'est-à-dire que vous avez en une journée tous les acheteurs qui rencontrent, on prend des rendez-vous avant, tous les producteurs. Et chacun vient défendre la qualité de sa production, négocier ses prix, etc. Donc ça marche assez bien. Et donc avec la Chambre, avec Nadine Darlot, la vice-présidente de la Chambre, on emmènera une petite délégation de ceux qui veulent bien nous accompagner la Chambre d'agriculture, pour aller rencontrer les acheteurs parisiens. Voilà, vraiment en quelques mots très rapides, là où on en est un an après. Super timing, merci. Juste préciser que pour AgroParisSen, on avait hier ici Marc Dufumier qui est venu intervenir auprès de vous aussi, agronome et porteur de l'agroécologie en France. Donc c'est plutôt bon signe en général, quoi. Ça passe aussi par des personnes comme ça. Alix, est-ce que tu te sens prête à nous parler de ton sujet ? Oui, tout à fait. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alix Bell. Je suis chargée de mission en système maraîcher et légumier à l'ITAB. Donc, c'est l'Institut technique de l'agriculture biologique. En gros, c'est un institut qui fait de la recherche et développement pour appuyer tous les agriculteurs en bio, que ce soit d'un point de vue technique, comment on s'adapte au changement climatique, comment on gère ces adventices, enfin ces mauvaises herbes. Comment on fertilise, etc. C'est très porté sur la technique. Et aujourd'hui, du coup, je ne sais pas... Moi, j'ai fait un petit diapo, mais voilà, c'est mes habitudes d'ingé. Elles arrivent, t'inquiète. Ok. Oui, voilà. Donc, en fait, je voulais vous parler aujourd'hui, ça me semble très à propos, d'un projet qui s'appelle MMBio. Donc, c'est pour micro-fermes maraîchères biologiques. Parce qu'il me semble qu'en fait, les micro-fermes, c'est des systèmes qui sont assez nouveaux en agriculture, mais qui sont des acteurs très forts de l'économie locale, mais qu'on connaît peu et qu'on ne sait pas très bien accompagner. En fait, sur le terrain, ce qu'on a constaté, c'est que tous les accompagnateurs, des chambres d'agriculture, des groupements d'agriculture biologique et autres associations agricoles locales qui les accompagnent, constatent qu'il y a beaucoup de porteurs de projets donc qui ne sont pas issus du milieu agricole et qui portent ce style de micro-ferme. Donc, qu'est-ce qu'une micro-ferme ? Une micro-ferme en maraîchage biologique, en fait, ça se caractérise par une ferme qui fait moins de 1,5 hectare. Donc, c'est vraiment des toutes petites surfaces. Et donc, il y a beaucoup de technicité pour produire beaucoup sur peu de surface. Et c'est des fermes en fait qui vont être très très diversifiées, donc ils vont produire 20 à 30 espèces différentes et sur lesquelles le nombre de cycles par an pour chaque espèce est maximisé. Donc voilà, c'est vraiment un enjeu très très technique. Et ce qu'on constatait sur le terrain, les accompagnateurs, c'est que en fait, ces porteurs de projets, il y a beaucoup d'abandons en cours, voire d'échecs. Ouais. Et alors, ça se transparaît pas dans les chiffres officiels parce que c'est souvent des projets qui sont hors radar, des statistiques parce qu'ils passent pas forcément par les canaux habituels de l'installation. Et ce qu'on voulait voir avec ce projet, c'est est-ce que c'est viable
vraiment, est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il faut continuer à accompagner ce style de projet? Et si c'est viable, qu'est-ce qui les rend viables pour mieux accompagner en fait tous les autres porteurs de projets? Donc, vous voyez, il y a tous les partenaires, revenir en arrière, ça intéresse beaucoup de monde, les chambres d'agriculture, les groupements d'agriculture biologique, la recherche, l'enseignement, enfin voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très intéressés parce que vraiment on a un gros manque de données là-dessus. Et cette fois c'est bon. Et donc on a étudié auprès de 42 fermes, micro-fermes en maraîchage biologique un peu partout en France, donc il y en a dans Lyon. On a essayé de tirer un petit peu des enseignements sur est-ce que ça marche ou pas, et si ça marche, comment. Et je vais vous donner quand même une première réponse, c'est oui, c'est viable. C'est des projets qui sont viables, mais à certaines conditions. Donc on peut, voilà, viable dans le sens... alors viable, ça va, voilà. La viabilité d'une ferme, c'est très très complexe. Il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en jeu. Nous, on s'est intéressé d'un point de vue économique et donc de revenus disponibles pour l'agriculteur. Donc pour ce type de projet, on va avoir des porteurs de projets qui gagnent le RSA et qui travaillent énormément. Donc revenu de solidarité active. Ouais, exactement. Donc ils gagnent moins de 5 € par heure. Et on va avoir des personnes qui gagnent jusqu'à 1,5 fois le SMIC. Salaire minimum, c'est... Voilà, je garantis... Voilà, bon, bref. Ok. Bon, vous voyez à peu près ce que c'est. Et donc, voilà, on a une diversité de profils économiques. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est quoi les facteurs qui font que ceux qui gagnent 1,5 fois le SMIC y arrivent. Et donc pour ça, on a produit ensuite tout un tas de références technico-économiques que vous pouvez aller trouver sur le site qui est sur la page d'après. Donc je vous invite vivement à aller les voir parce que c'est vraiment passionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne. On a aussi objectivé tous les facteurs de risque et de réussite qui permettent d'y arriver. On a aussi expérimenté sur les techniques culturelles spécifiques en micro-maraîchage biologique parce que c'est vraiment, voilà, faut maximiser, on a peu d'espace, il faut maximiser la production. Mais comment on fait en fait? Et c'est très très technique, donc on a encore beaucoup de choses à apprendre, à expérimenter là-dessus. Et on a fait aussi, donc ça c'est Atelier Paysan qui a fait une track à l'innovation, c'est-à-dire c'est quoi les matériels qu'on peut utiliser sur ce type de ferme? Parce qu'on ne peut pas utiliser son gros tracteur avec voilà, son cultirato, c'est assez spécifique. Et donc ils ont fait une track à l'innovation pour des matériels qui peuvent notamment s'auto-construire, donc ça c'est la spécialité Atelier Paysan. Et ensuite, pour tout l'accompagnement, on a créé des cahiers pratiques. Donc l'accompagnement, ou même les porteurs de projets, hein, c'est appropriable à tous, sur comment monter son projet, donc avant de s'installer, pendant l'installation, et ensuite après l'installation. Mais bon, voilà. Donc on en est là aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais je rentrerai dans le détail s'il y a des questions ou quoi. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Donc, ça rebondit directement avec l'intervention de Nicolas Sauret quant à la réponse à l'autonomie alimentaire des territoires. Je vais donner la parole maintenant à Hugo Verdon, tiens, histoire de changer un peu l'ordre. J'aime pas trop l'ordre. Hugo, donc, je vous laisse présenter et vous et votre projet, ce sera vraiment plus riche. Bonjour, j'ai pas trop l'habitude de parler au micro, mais on va essayer d'être clair. Voilà, je suis agriculteur dans le sud du département de Lyon. Pour expliquer un petit peu mon schéma, je me suis installé, j'ai repris une ferme familiale où je me suis lancé au démarrage sur des petits fruits. Sur une petite surface où après j'ai été contraint d'arrêter parce que mon père et mon oncle, on était 3 et je ne pouvais plus subvenir à tous les travaux, on va dire, sur la ferme. Donc j'étais obligé d'arrêter les petits fruits avec mon grand désespoir. Et du coup, il me manquait quelque chose sur la ferme et en regardant... vu la situation, on va dire,
après 2012, 2013, où c'était pas terrible. Et je voulais faire autre chose, en tout cas, pour avoir une valeur ajoutée meilleure sur la ferme. Et en regardant autour de nous dans la campagne, quoi, on voit bien qu'il y a pas mal de noyers, pas mal de noisettes. Et il faut savoir qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, on était dans l'Yonne, dans la Nièvre et dans le Cher, une des productions de noix, parce que la base de l'huile, c'était l'huile de noix. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas chauffer l'huile de noix, surtout. Voilà. Et donc, je me suis renseigné à la Chambre pour savoir s'il y avait des accompagnements, on va dire, une formation sur la nuciculture, qui s'appelle la nuciculture pour les noyers. Et la Chambre m'avait trouvé une formation diversification dans le Lot sur la noix. Donc je suis descendu 3 jours me former en 2016, avril 2016, sur ce sujet-là, donc qui était très très intéressant. Et en revenant, je suis dans un groupe à la Chambre au niveau céréales, où 2016 est arrivé, que beaucoup d'agriculteurs connaissent, où elle n'était pas très bonne, on va dire. Et plein d'agriculteurs dans le groupe se posaient la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, j'ai dit, pourquoi pas faire une culture pérenne et faire autre chose que des céréales et avoir une valeur ajoutée et de maintenir, on va dire, de tenir notre valeur ajoutée à nous, quoi, du côté de l'agriculteur, quoi. Et du coup, ça a intéressé, on va dire, 9 agriculteurs, dont dans Lyon et la Nièvre, parce que je suis au bord de la Nièvre et Lyon, quoi. Je suis à 2 km de la Nièvre. Et donc, on est 9 agriculteurs à être partis sur ce projet-là. Donc, ça a été assez rapide. Il fallait monter un dossier avant de tout commencer. Je leur ai dit, il faudrait redescendre 3 jours en formation pour qu'ils entendent en tout cas la même chose, parce que c'est jamais évident de transmettre quelque chose à d'autres personnes, parce qu'on n'entend pas tout. Et donc on est reparti 3 jours à 9 dans le Lot, d'où ça a fait une soudure aussi entre nous. On s'est connus aussi, voilà. Et en remontant, donc on était toujours 9 à partir à planter, et on a décidé de planter, on va dire, minimum 5 hectares pour avoir 30 hectares. Pour vous expliquer pourquoi les 30 hectares, c'était pour la mécanisation, si vous voulez, après, parce qu'il y a un coût, et il faut un minimum de 30 hectares pour que ça soit viable. Et ces 30 hectares sont répartis sur les 9 exploitations, Oui. Sur des petites parcelles, sur des bouts de champs Oui, alors on s'est posé la question si on faisait en agroforesterie. Le problème de l'administration française, l'agroforesterie veut dire beaucoup de choses, et on nous impose des normes et des variétés, on va dire, pardon, des essences. Merci, je cherchais des essences. Merci. Et donc, c'était pas possible, on va dire. Donc, on s'est replié sur des vergers. C'est 8 par 10 ou 8 par 8, quoi. Je vais juste préciser, les subventions éventuelles pour monter de l'agroforesterie, parce que c'est comme ça que ça s'appelle quand on commence à mettre des arbres dans les champs, ne sont pas les mêmes selon qu'on met des espèces indigènes, sauvages, non productrices, selon qu'on met des arbres fruitiers, selon qu'on met des fruits à coque. Donc ce sont des dossiers différents. Voilà. Et donc en revenant, on a monté un dossier, un Ecophyto, le numéro Ecophyto 2 ou 3, je ne sais plus, c'est pas grave. On a parlé un petit peu d'Ecophyto hier aussi. Oui, d'accord, ok. Et donc ça fallait aller très vite et fallait créer en vrai un groupe, et on était obligé de monter une association. Donc on a monté une association qui s'appelle Noix et Noisettes de Bourgogne. Et pour monter l'Ecophyto, pour avoir des aides sur ça, donc qu'on a été suivi par l'agence de l'eau, et qui les a très très intéressés sur le projet, quoi. Et donc ils nous ont bien suivis là-dessus. Et de là, on a commencé à planter j'ai plus trop de mémoire. On a commencé en 2017 et 2019. Voilà, on a fait en 2 étapes.
On a fait en 2 étapes parce qu'il y a un coût. Ça a quand même un coût. Donc on a vraiment planté en 2 étapes. Et après, derrière ça, on a monté un groupe qui s'appelle GI2E, Groupe Intérêt Économique et Environnemental. Et, et là, du coup, c'était pour nous aider. On est suivi avec la Chambre pour avoir une animatrice. On fait des réunions tous les mois, si ce n'est pas 2 fois par mois, pour monter cette structure. Et si vous voulez, derrière, on a là pour projet de monter une structure pour vendre ensemble nos noix et noisettes et même faire de la transformation. Donc voilà. Et, oui. Pourquoi l'agence de l'eau vous a accompagné ? C'était pour une réduction de phyto réel. Donc c'était du surface. Alors il faut savoir que comme on est parti sur la nuciculture et les noix, on ne connaissait pas. Et autant commencer quelque chose en bio. Donc on a dit pourquoi commencer avec du produit, que ce n'est pas l'intérêt d'aujourd'hui. Donc on est parti directement en bio. Et donc d'autant plus, ça a fait boule de neige là-dessus, quoi. Et aussi au niveau des arbres, il faut savoir que ça récupère l'eau et ça la garde ici, quoi. Je ne vais pas vous faire un schéma sur le circuit de l'eau et de la pluie et tout ça, mais bon, mais c'est très important. Voilà. L'agence de l'eau, il y avait donc un intérêt pour la qualité de la ressource et pour la quantité de ressources. Oui, c'est ça. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on a commencé 2017-2019 planté, et là aujourd'hui 2024, on a commencé à ramasser nos premières noix. Voilà, sur les exploitations. Pas tous, mais bon, un petit peu. Donc il faut savoir que je vais entamer quelque chose que peut-être des gens ne vont pas être d'accord, mais sur l'irrigation, il y a des exploitations qui ont mis en place une irrigation. Il faut savoir que on a planté, alors c'est vrai que nous on travaille avec le temps, et on a planté quand même, les périodes qu'on a plantées, c'était sécheresse, 3-4 mois de sécheresse sur nos régions en tout cas. Et donc ça a impliqué qu'on a mis en place une genre de tonne qu'on a modifiée pour arroser. Sinon, on perdait tous nos arbres. Voilà. Donc il y a un coût quand même. Et donc pour éviter de perdre quand même nos arbres, voilà, on a arrosé. Donc là, on passait en tracteur, on a arrosé 4 par 4. Voilà. Donc, et après, il y en a qu'on dit, ben, nous, on va irriguer. Donc moi j'ai une partie, j'ai 3 petites parcelles, je parlais de moi, où j'ai planté, dont une où c'était assez facile, on va dire, d'irriguer. Et donc du coup je me suis permis d'irriguer cette parcelle-là. Et il faut savoir que je n'irrigue pas tout le temps, parce que ça a un coût. Et j'irrigue en vrai tous les ans, depuis 2016-2017, on est suivi avec la technicienne du Lot. Et on sait à quel moment, on va dire, où c'est très important, parce qu'un arbre pousse, produit le fruit et prépare la récolte d'après. Donc s'il n'a pas d'eau à ce moment-là, ou s'il a très peu d'eau, la récolte d'après est impactée, et donc ça fait boule de neige, et après, à un moment donné, on n'a plus rien, quoi. Donc voilà, donc on sait à quel moment il faut arroser, et c'est pas des grosses eaux, c'est de l'aspersion. Donc c'est de l'aspersion, c'est vraiment une petite pluie fine. Et généralement, on essaye de le faire la nuit pour éviter que ça soit en évaporation. Après, bon, l'évaporation, il y a plein de... On pourrait en parler voilà. très longtemps, et je pense qu'il faudrait qu'on fasse une table ronde que pour ça. On en a fait une l'année dernière. D'accord. Voilà. Donc, donc, voilà, j'ai une partie où j'arrose et une autre partie où j'arrose pas du tout. Donc, l'impact est quand même important sur la grandeur de l'arbre. Voilà. Oui, ok. Et juste pour dire, les noisettes, on a récupéré un verger qu'un monsieur arrête et son fils ne prend pas. Et du coup, on a repris depuis cette année le verger. Il n'est pas en bio. Et on a pour projet de garder une parcelle, parce que c'est en 3 parcelles, pour faire des essais, parce que c'est assez compliqué avec les insectes pour pallier à ce problème-là, quoi. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la façon de... Pardon, je m'adresse à vous et au public. L'un des moyens de pouvoir passer relativement aisément en bio consiste à ramener des poules dans les vergers de noisetiers, ce qui intéresse aussi l'agriculture locale et la fourniture locale. Par contre, c'est une filière complètement différente. Oui, tout à fait, c'est ça. On va passer, tiens, allez, à Mélanie Petit. On va alterner.
Donc Mélanie, qui est dans le nord du département, avec une grande et belle ferme. Bonjour à tous. Merci pour l'organisation de ces 2 belles journées. Merci pour l'invitation à témoigner. Donc, j'aimerais vous présenter notre ferme. Je travaille avec mon mari sur la ferme vivante 89.10, c'est à Bagnols, entre Troyes et Sens, au nord du département. Donc, nous œuvrons pour favoriser la vie dans nos parcelles. Nous avons 325 hectares. Donc, j'ai repris une ferme en fait en 2008 qui était à l'origine en conventionnel. J'ai pratiqué l'agriculture de conservation des sols à cette époque. Donc ça signifiait pas de labour, peu de travail du sol ou même pas de travail du sol avec du semi-direct. Il y avait l'utilisation des produits chimiques et des produits phyto, donc des engrais chimiques. Donc mon mari m'a rejoint en 2011 à un moment où j'ai repris une seconde ferme. Et en 2015, donc avant de parler de 2015, en fait, j'ai repris après la ferme familiale quelques années plus tard, donc toujours dans le même village, à Bagnols. En 2015, avec l'arrivée de nos enfants, on a choisi de changer notre mode de production. On a pris conscience des dangers des produits chimiques. On a surtout mis la priorité sur la nourriture. Avec le titre de mère nourricière, j'ai vraiment voulu changer beaucoup de choses. Donc faire de la nourriture de qualité et puis changer notre mode de vie et notre mode de consommation. Depuis, je chemine pour être une adulte responsable, pour respecter mes enfants et les générations futures. En passant à la porte du bio en 2015, on nous a accueillis en nous disant en bio, vous allez implanter la luzerne pour donc fertiliser les parcelles, labourer cette luzerne. Enfin, la luzerne est destinée à des usines de déshydratation, donc une exportation de matières organiques. Après, il fallait donc, les conseils étaient de labourer et après donc racheter des effluents d'élevage pour fertiliser les cultures. Pardon Mélanie, qui donnait ces conseils? Beaucoup de monde. Mais des conseillers techniques de la Chambre d'agriculture, Bien sûr, oui. des marchands de semences, c'était quoi? Tout le monde. J'avais du mal à trouver des interlocuteurs qui voulaient favoriser la vie dans les parcelles. Enfin, bon, après, la vie du sol, nous, était en agriculture de conservation au départ, donc il y avait quand même une envie de favoriser les vers de terre. C'est toute cette vie. Disons qu'on a bien vu qu'on ne voulait pas faire de l'agriculture biologique, mais industrielle. On voulait faire de l'agriculture biologique naturelle. Donc vraiment, donc avoir une démarche d'apporter, en disant qu'on avait cassé nos chaînes par rapport à toute cette dépendance aux approvisionnements. Donc on voulait surtout rester sur cette liberté et prendre l'énergie du soleil gratuite pour fertiliser les champs. Donc ça veut dire implanter beaucoup de végétation, des légumineuses principalement qui captent l'azote de l'air. Et donc depuis 7 ans, on met en place doucement un écosystème dans lequel nous implantons des céréales, principalement des céréales rustiques comme du blé variété ancienne, des petites épeautres, grandes épeautres non hybridées. Et également, on cultive un petit peu de lentilles et de sarrasin. Nos choix techniques donc, ne sont pas décidés pour avoir de l'argent à court terme, mais plutôt des choix pour avoir un système de production durable. Nous développons des stratégies de régénération des sols. Nous faisons pas mal d'essais d'associations de différentes plantes, notamment des légumineuses avec les céréales, comme je vous ai expliqué. Nous travaillons donc nous développons ça de façon intuitive et nous avons trouvé une personne qui est chercheur indépendant avec lequel nous aimerions travailler pour avoir des essais plus scientifiques et pouvoir vulgariser nos essais. Nous cherchons des partenariats financiers. Par rapport à la réalité économique, donc notre système tient jusqu'alors, malgré donc, des rendements encore faibles. Si on était en agriculture biologique intensive, nous serions à 40 quintaux l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes plutôt entre 5 et 25 quintaux. Mais ce qui tient, c'est qu'il y a peu de charges, en fait, le moins de charges possible.
peu d'intrants, enfin, il n'y a que un peu de semences, un peu de carburant. Et puis la surface aussi qui nous permet de tenir. Nous arrivons donc à tirer un SMIC chacun avec mon mari, à payer tout ce que l'on a à payer pour accéder à l'outil de travail. Il y a du fermage, nous sommes entièrement en fermage, donc il y a plus de 60 000 euros par an à payer par rapport à ça. Des échéances de prêts, sur l'année, ça représente plus de 100 000 euros à trouver. Le fermage, juste rappeler pour les gens qui ne sont pas dans le monde agricole ce que c'est exactement. Eh bien, on loue des terres à d'autres propriétaires pour avoir le droit de cultiver ces terres. Et donc, dans ces échéances de prêt, il y a la retraite des exploitants précédents à payer. C'est les cessions, en fait, pour accéder à l'outil de travail. Il y a aussi un petit peu de modernisation du matériel, d'adaptation à nos techniques particulières. Et nous avons commencé à investir un peu dans la transformation avec l'achat d'un moulin il y a quelques années, d'un petit moulin. Et cette année, je remets 25 000 euros sur la table pour avoir un plus gros moulin. Et donc notre revenu, donc, il y a la moitié, c'est une subvention des aides publiques, hein, et la moitié, c'est notre vente de matières agricoles. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on a développé la vente directe depuis 2019 parce que la filière longue, c'est la vente à une coopérative qui alimente le réseau Biocoop, les magasins bio autour, ne propose pas un revenu suffisant, et c'est pour ça qu'on développe la vente directe pour avoir plus de valeur ajoutée sur les fermes. Et en plus de ce revenu qui baisse pour la filière longue, sachant que par rapport, si on parle du blé moderne par exemple, il était à 500 euros il y a 2 ans et il est passé à 250, enfin tout ça, ça diminue. Et en plus, là on a appris à l'automne dernier, on s'est rendu compte qu'il y avait des stocks de nos céréales qui s'accumulaient, donc en petite épeautre notamment, en grande épeautre, parce qu'il y a une concurrence énorme des céréales qui arrivent sur le marché français, en fait, de céréales étrangères, bio mais étrangères. Donc les partenariats qu'il y avait historiques en fait en bio en France, il y avait des partenariats historiques de filières qui étaient là où on est un peu préservé de cette importation, mais aujourd'hui les stocks s'accumulent et les industriels n'achètent plus français, enfin bio français. C'est d'ailleurs c'était une des annonces du gouvernement là, qui était d'agir auprès de l'Europe pour que les céréales rentrent dans les marchés protégés de ça, parce qu'actuellement elles ne sont pas dans les marchés protégés. Là, on le ressent vraiment. Là. Jusqu'à maintenant, on ne s'en est pas rendu compte, mais là, on est vraiment au pied du mur par rapport à ça. Donc, nous, on veut développer la vente directe pour arriver à avoir une valeur ajoutée sur l'exploitation. C'est pour ça qu'on a mis le paquet sur le moulin, là, mais seulement, il faut trouver des clients. Le moulin en vente directe, j'ai amorcé en 2019, on a fait un grand marché à la ferme pour montrer les producteurs locaux, aux particuliers, aux familles autour de nous, pour montrer qu'on était là, qu'ils pouvaient s'approvisionner facilement. Depuis cette époque, je fais une activité épicerie pour rassembler, en fait, faire la tournée des producteurs pour que les gens aient un seul endroit pour trouver tous les produits et pas faire chaque ferme pour s'approvisionner. Et là, on va refaire un nouvel événement le 22 septembre cette année à la ferme pour remontrer les acteurs locaux et montrer qu'il est possible de manger bio local. Donc ce qui est important de dire, c'est que la difficulté, c'est que là, on voit bien sur les marchés en général que les gens ne cuisinent plus. Donc on ne nous demande plus des produits de base, mais des produits de plus en plus transformés. Donc on a besoin de développer des outils de transformation. Et aussi, on ne va pas attendre que la pluie nous brûle la tête pour arriver à s'engager et manger plus bio. Vous êtes regroupé avec des collègues ou pas? Il y a ce marché, mais groupe technique, groupe de vente, enfin. Alors, groupe technique, là, il y a eu justement mercredi et jeudi des journées techniques ABC, on appelle ça, c'est agriculture de conservation en bio dans le sud de la France. Donc, il y a des regroupements, enfin des partages d'expériences, en fait. C'est des témoignages entre nous pour arriver à avancer et se nourrir chacun pour arriver à progresser.
Sinon, il n'y a pas grand-chose en local par rapport à ça. C'est des initiatives très ponctuelles. Au niveau de la vente, écoutez, il y a quelques AMAP, quelques petites choses qui sont existantes sur le territoire, mais c'est surtout que les familles ne s'organisent pas pour avoir un budget pour acheter des produits biolocaux. D'accord, merci. Merci pour ce témoignage. Je pense qu'on aura beaucoup de questions autour de ça. Stéphane Comard, maintenant, qui va apporter un autre éclairage. Bonjour, donc Stéphane Comard, je suis un des représentants d'Ethicable. Ethicable est une société coopérative de production qui a comme objet social de faire du commerce équitable. On est né il y a 20 ans maintenant et on a travaillé les premières années de notre vie sur le commerce équitable origine des pays du Sud, essentiellement thé, café, chocolat, avec comme objectif de démontrer que le commerce, quand il est exigeant, peut avoir des impacts, non seulement auprès de la société, de la partie producteur, l'aspect économique et social de la production, mais aussi environnemental, et quelque part aussi vis-à-vis du consommateur. On a développé à partir de 2010 et sur l'insistance de groupes d'agriculteurs bio autour de nous, en nous demandant mais ce que vous faites avec les organisations de producteurs du Sud, c'est bien, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose en France? Alors à l'époque, en 2010, le commerce équitable était strictement défini par une loi, parce qu'en France, on est capable de faire des lois sur beaucoup de sujets, notamment sur le commerce équitable. Et donc, on a commencé à travailler sur une charte qui ne s'appelait pas commerce équitable, parce que la loi ne le permettait pas. Et on a commencé à commercialiser des produits issus de la petite agriculture française avec des organisations de producteurs. Et chemin faisant, notamment grâce à la loi Hamon, on a pu appuyer et participer à la création d'un label de commerce équitable France qui s'appelle Bio Équitable en France et qui est piloté, organisé, géré par des organisations de producteurs pour pouvoir démontrer que les produits qui commercialisent et qui portent ce label sont issus d'un commerce équitable français. Alors, nous, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le local. Alors effectivement, local au sens proximité, on travaille sur l'ensemble de la France, un petit peu sur l'Europe aussi. Donc on n'est pas du tout sur la zone, l'entendement proximité, on est plutôt sur l'entendement localisation. Tous nos produits sont identifiés par rapport à un terroir, par rapport à des savoir-faire, des organisations de producteurs. Et c'est ce qu'on met en avant avec les producteurs pour pouvoir sensibiliser, faire comprendre aux consommateurs l'importance de soutenir ce type d'agriculture. Et donc, sur chacun de nos paquets, on a une définition, la présentation de la coopérative, la présentation du terroir, l'ensemble des éléments qui constituent l'origine et l'identité du produit et des producteurs qui travaillent pour faire ces produits. Et donc, voilà, notre vision, c'est évidemment de démontrer qu'une forme d'entreprise de commercialisation, parce qu'en définitive, on est le trait d'union entre des agriculteurs et des consommateurs, et qu'une entreprise de commercialisation avec une vision un peu différente, alternative, puisqu'on est complètement inscrit dans l'économie sociale, qu'on est reconnu ESUS, donc entreprise d'économie sociale et solidaire, utilité sociale et solidaire, et qu'on peut démontrer que des alternatives de commercialisation sont possibles. On n'a pas vocation à devenir une multinationale, on a la vocation à inspirer d'autres gens, de s'inspirer des méthodes et de travailler avec nous pour pouvoir démontrer que c'est possible. Alors, une des choses importantes, parce qu'on en parle quand même beaucoup en ce moment sur la partie agriculture, et nous, on est quand même très attachés à ça, c'est le calcul du coût de revient, puisque le problème majeur de l'agriculture, c'est la rémunération des producteurs. Et donc, il faut toujours remettre au centre des discussions le calcul du coût de production. Dans le cas de nos produits, ça fait partie des choses qui sont
obligatoire et systématique, un recalcul des coûts de production avec les producteurs eux-mêmes, puisque c'est eux qui détiennent les connaissances et les savoirs sur ces éléments-là, et puis essayer de bien comprendre comment la création de valeur se fait tout au long de la filière, pour pouvoir effectivement pouvoir impacter, ou en tout cas trouver des initiatives, prendre des initiatives sur les étapes de la filière qui nous permettraient de maximiser la répartition de la valeur ajoutée entre la production et la distribution. Alors bien évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, que ce soit au sud ou au nord. Au nord, on travaille beaucoup avec des organisations de producteurs pour qu'ils puissent acquérir et maîtriser des outils de transformation pour gagner en valeur ajoutée sur la transformation des produits. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on arrive à mieux répartir la valeur ajoutée. Sur la partie sud, on a beaucoup de travail à faire sur la mise en valeur de la qualité intrinsèque des produits et les parcours agricoles, notamment sur tout ce qui est agroécologie, qui est une condition de survie maintenant pour l'agriculture des pays du Sud, qui est la première victime du changement climatique. Voilà, je reste, alors en 2 mots, Etikable, on est 160 salariés, et on est 120 sociétaires, donc tous les salariés sont amenés à devenir sociétaires de l'entreprise, et voilà, et donc on travaille avec 57 organisations de producteurs en France, dans 57 pays en Europe, dans le monde, et on a de près ou de loin à peu près 70 000 producteurs qui travaillent avec nous. Voilà. Merci beaucoup. C'était rapide. On va avoir du temps pour échanger avec la salle, ça va être bien. Alors, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on vient d'entendre, là, c'est on a à peu près tous les éléments de l'équation sur la production locale et sur la satisfaction des besoins locaux. Il nous manque qu'un ingrédient qui est un peu essentiel, c'est le citoyen lambda, qui n'est pas là, qui est là, par exemple. Et on entend ce besoin de la part des producteurs d'être sûr que leurs produits vont être achetés. Alors, cet après-midi, on va parler sécurité sociale de l'alimentation, qui est un énorme sujet actuellement, qui est l'une des pistes pour permettre aux citoyens lambda d'accéder à des produits de qualité, produits avec des méthodes qui sont respectueuses de l'environnement, au même titre qu'on donnerait des tickets repas à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter de la nourriture. Eh bien, l'idée, c'est quand même de leur donner des tickets repas, mais qui ne profitent qu'à l'agriculture locale. Ça, c'est un des leviers de développement en fait, de cette agriculture locale nourricière. Mais le politique a son mot à dire. Il a ici plein de choses desquelles s'emparer. Et maintenant, on va donner la parole aux citoyens et aux agriculteurs qui sont dans la salle s'ils ont quelque chose à rajouter. Il n'y avait plus de producteurs de noix dans Lyon avant ce renouveau que vous insufflez à Neuf ? Alors, à ma connaissance, non, mais je crois qu'il y en avait 1 ou 2 qui avaient planté, mais tout seuls dans leur coin, qu'on connaissait pas. Et sinon, non, j'en connaissais pas. En tout cas, j'en connaissais pas. Il y a toujours quelques agriculteurs qui en plantent un petit peu, mais voilà, pas à l'échelle. En tant que producteur, quoi. Pas en producteur, ouais. Au niveau des... Enfin, alors, vos noix, elles sont destinées à être vendues en tant que fruits ou en tant qu'huile ? Alors, ça, à chaque fois, ça revient. Il faut savoir que l'huile, c'est vraiment le dernier des derniers produits, parce que c'est pas rentable, en tout cas. Parce que pour faire 1 litre d'huile, il faut 4 kilos de noix. Donc, voilà. Donc, il faudrait vendre cher l'huile. Bon. Ça se finit en vrai. Donc la base, c'est qu'on vend en coque. Le mieux, c'est qu'on vend en coque, donc la noix entière. Après, derrière, on en casse un peu, on vend un peu en cerneau. Donc c'est vraiment la première année là qu'on démarre. Donc on en vend un peu en cerneau. Et dans les cerneaux, on retrie. Et en triant, c'est long. Et en triant, on trie les beaux cerneaux, les brisures et les invalides, on va dire, et les arlequins. On appelle ça les arlequins. C'est les cerneaux qui sont un peu plus noirs, on va dire, et que ça part en huile, quoi. Voilà. Cette filière, donc 2016, début du projet, première année de production 2023, pleine production quand ? Eh ben, dans 4 ans.
Dans 4-5 ans, on va arriver à un rendement à peu près normal, quoi. C'est pour exprimer un petit peu l'inertie du développement d'une filière, en fait, pour que chacun en ait un petit peu conscience. D'autres questions dans la salle? Pardon, merci. Bonjour. Du coup, en parlant d'inertie, justement, vous disiez que le thème c'est produire localement, mais comment? Et en même temps, dans les chiffres initiaux, il y avait 90% d'agriculture conventionnelle et en céréales, je crois, aux alentours de Joigny. Est-ce que justement, il y a dans le PAT des démarches progressives même ou des paliers pour que ce chiffre soit diminue, soit évolue tout simplement, ou même que, comme madame, il y ait des conversions possibles? Est-ce que ce sujet est adressé justement dans les PAT, dans les différents PAT? Projets alimentaires territoriaux. Oui, c'est ça, pardon. Mais parce que techniquement, c'est aussi ce qui structure la possibilité de s'alimenter localement. Alors, c'est un des objectifs, c'est l'objectif 1 d'ailleurs, c'est le premier axe, produire autrement, mais on ne se donne pas non d'objectif quantitatif, parce qu'on est bien incapable de le faire respecter. Nous n'avons pas les outils, le cas échéant, réglementaires. Donc, c'est l'objectif. On est beaucoup dans la conviction sur le PAT. Parce qu'on ne dispose pas d'outils plus contraignants. Donc on est sur travailler la conviction, l'accompagnement des producteurs, des consommateurs aussi, puisque c'est quand même clé d'essayer de faire en sorte que le consommateur change son acte d'achat dès lors qu'il en a les moyens. Donc c'est tout le sujet qu'il y a derrière aussi, y compris qui est évoqué sur la sécurité alimentaire. Mais non, voilà, rien de contraignant, parce qu'on ne le veut pas, et d'ailleurs moi je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on arrive à convaincre. Ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce que présentait Alix, qui est même, il y a une intensification possible de la production sur des petites unités. Mais est-ce que, et c'est une vraie question, en termes de conviction, ça change le paysage d'installer ce type de structure quand, effectivement, il n'y a pas de moyen, en tout cas, de faire peut-être comprendre que ces changements de pratique, à terme, bon là après c'est notre spécialité, les risques, etc., moyen et long terme, mais l'érosion des sols, l'effondrement de la biodiversité, etc., ne vont pas spécialement attendre que la conviction, à terme, se soit manifestée par un changement de pratique. C'était plutôt ma question. Je corrige d'ailleurs ce que je dis en disant qu'il n'y a pas d'outils coercitifs, sauf quand, par exemple, il y a un sujet d'eau, de pollution de l'eau. Là, on peut, enfin toujours, on accompagne, mais il peut y avoir, je vois que la Chambre veut intervenir, elle sera certainement beaucoup plus précise que moi sur ce sujet, mais là, on peut effectivement avoir des outils qui nous permettent d'obliger à modifier des comportements. Nos amis belges qui sont venus hier pour nous présenter ce documentaire formidable qui s'appelle Le chemin des coquelicots, autour d'une conversion en agriculture biologique, qui évoque aussi à quel point le collectif a été important aussi pour la ferme, de passer de tout seul à faire de la grande culture, à être jusqu'à 6 sur l'exploitation, mais avec 3 collègues qui se mettent ensemble, avec différents types de production complémentaires. Et aussi cette initiative extraordinaire qui est cette ceinture alimentaire de Tournai, du Tournaisis, qui a pour vocation de nourrir le territoire tout en faisant vivre les agriculteurs qui en sont les acteurs. Et qui vient, ce qui n'existe pas en France à ma connaissance, des agriculteurs eux-mêmes. Donc ce serait assez intéressant d'avoir un moment, un écho aussi avec eux pour faire un petit rappel de ce qui a été dit hier. Ici à Joigny, on a réussi à infléchir un peu. Dans la ville, mais dans la ville, nous menons depuis 2020 une politique d'acquisition foncière. Pour le coup, sur le fondement des risques d'inondation, de ruissellement. Ce qui nous donne capacité à aller acheter des terres pour éviter des installations souvent un peu sauvages et dangereuses pour ceux qui décident de s'installer quand même, de remblayer, etc. Et grâce à ces acquisitions, ça nous permet d'installer. Alix a été présenté avec sa nouvelle casquette, mais Alix, elle fait partie de celles et ceux qui nous ont accompagnés en portant la création d'une structure d'insertion par l'activité économique, une SIAE, sur le maraîchage, sur des terres de la ville de Joigny, que là, on a remis en culture. Là, plus récemment, on a fait... Alors, on n'est pas dans l'alimentation, donc je suis un tout petit peu à côté, mais nous venons de signer la première ORE. Donc là, on a quand même quelques outils. J'ai été un peu rapide tout à l'heure.
opération de Obligation réelle environnementale, merci. Obligation réelle environnementale, l'ORE. Donc on a vu qu'il y avait un terrain qui était en vente. On a mis la main dessus. On n'a pas vocation à garder les terrains, parce qu'en plus c'est de l'entretien, tout ça. Enfin bon, donc il y avait des voisins qui sont dans la salle, qui ont dit, nous, on veut bien le racheter, pour y faire quelque chose de vertueux, environnementalement parlant. Et on s'est dit, très bien, aujourd'hui c'est vous les propriétaires. Mais demain, vous allez peut-être partir, disparaître, on ne vous le souhaite pas, mais il faut que cette vocation environnementale du lieu vous survive, et nous survive à nous aussi, élus. Ça changera peut-être, Joanie, certainement d'ailleurs un jour. Donc l'idée, c'est de dire, on signe une ORE qui... C'est une obligation qui suit le terrain, quels que soient ses propriétaires. Là, c'est sur 25 ans, en l'occurrence. Donc, on a signé une obligation réelle environnementale sur 25 ans. Donc, ce terrain, même s'il passe de main en main pendant 25 ans, il ne pourra pas être utilisé à autre chose, là, en l'occurrence, qu'à faire revenir la biodiversité dans la ville. Ça pourrait être sur de l'agroécologie. Tout à fait, tout à fait. Et là, en fait, on est à la tête maintenant de à peu près entre 4 et 5 hectares, intramuros quand même, donc c'est pas mal. Joigny, c'est pas une grande ville. Et donc c'est tout l'enjeu qu'on a maintenant. On a acte 1, on a mis la main sur les terrains. Acte 2, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi faire? Avec qui? Donc on va en redonner un peu à Vitamine T pour qu'ils étendent leur surface de maraîchage. Et puis on va aller chercher d'autres porteurs de projets qui voudraient bien s'installer. D'où le fait que moi, les micro-fermes biologique, maraîchère en bio m'intéresse beaucoup. Oui, et on a aussi, alors je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, mais on a par exemple à Saint-Ampuiset l'installation d'un maraîcher municipal qui a eu lieu, qui sert à nourrir la collectivité. Donc l'ordre des questions, on avait là-haut, voilà. Oui, donc Étienne Henriot, élu à la Chambre d'agriculture de Lyon. Vous remerciez déjà pour la tenue de cette table ronde. Au niveau des PAT, c'est vrai qu'on commence aujourd'hui à vraiment sentir que des collectivités s'engagent sur de tels projets à l'échelle du département de Lyon et de la région. Donc le travail avec Nicolas Soré, l'initiative qui a été prise, et puis ce rapprochement aussi avec Paris, est une initiative importante. Mais il faut savoir que ce sont des travaux qui se font un peu quand même dans la longueur. C'est-à-dire qu'entre l'idée première et la réalisation, ça demande quand même un certain temps, parce qu'il faut lever quelques obstacles, il faut, etc., mobiliser les uns et les autres, beaucoup d'énergie. Mais on ne désespère pas de voir se développer ce type d'initiative. Alors peut-être dire aussi que les collectivités ont des devoirs par rapport à ça, à ces engagements-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien y réfléchir. Mais les agriculteurs aussi. C'est-à-dire que c'est pour ça que la Chambre d'agriculture, sur ce travail de PAT, s'est engagée très volontairement sur ces projets-là, pour accompagner les agriculteurs. Parce que produire pour des collectivités, c'est pas que du circuit court, comme on le fait pour vendre sur un marché, pour vendre directement à des consommateurs. Là, on a en face de nous des responsabilités en termes de qualité sanitaire, en termes de quantitatif, de régularité et d'engagement, donc qui sont quand même non négligeables et à respecter. Mais surtout, je dirais que ça peut être l'opportunité pour des agriculteurs qui n'ont pas forcément vocation à être en direct sur les marchés, etc., qui n'ont pas forcément ça comme volonté. C'est l'opportunité d'effectivement consacrer une partie de leur exploitation à ce type de production. Après, il faut savoir que du côté du monde agricole, ce n'est pas toujours très simple aussi à concrétiser, parce que les quantités ne sont pas non plus démesurées des besoins au niveau des collectivités. Et donc, c'est quelquefois des tonnages relativement faibles. Et donc, investir pour effectivement ce type d'activité sur une exploitation n'est pas toujours simple. D'où l'idée d'essayer de mobiliser plusieurs agriculteurs, etc., pour trouver une complémentarité au niveau des productions et avoir une cohérence. Dernier point, je pense que ça, on l'a évoqué avec Nicolas Soré et puis d'autres personnes, nous avons la chance d'avoir sur notre territoire de Lyon des industries agroalimentaires, des établissements de transformation. Il y a certainement aussi des complicités à avoir avec eux
pour pouvoir justement répondre à cette régularité d'approvisionnement et exigences quelquefois aussi sanitaires. Donc il y a des choses à regarder. On a des écoutes plutôt favorables par rapport à ça de la part de ces industriels. Donc voilà, c'est tout un travail qui se construit en ce moment et avec, disons, l'ambition, c'est vraiment de réussir et d'être au rendez-vous et de favoriser des agriculteurs qui soient relocalisés et qui apportent effectivement, même sur le plan environnemental, un intérêt, comme on le voit par exemple avec le projet des nuciculteurs. On aura des compléments à tout ça cet après-midi, puisqu'on va parler de l'alimentation comme levier territorial, avec des acteurs de terrain encore qui seront là. Au passage, Monsieur Henriot, j'espère que par rapport à l'année dernière, et parce que vous avez assisté à la journée d'hier, vous avez changé votre point de vue par rapport à l'agroforesterie, et que maintenant vous comprenez un petit peu pourquoi est-ce qu'on en fait, et que ça a de l'avenir. Non mais je reste... Alors ce que je vous ai dit l'année dernière reste valide, c'est qu'au niveau de l'agroforesterie, je vous le redis, ce qui a été proposé, ça a été évoqué par notre ami nuciculteur, c'est qu'il ne faut pas vraiment de l'agroforesterie au même titre que ce qui est défini, on va dire, dans l'agroforesterie. La différence, et moi j'avais eu un contact avec l'INRA à ce sujet-là, Dijon, la différence c'est que nous manquons de références pour nos régions, c'est-à-dire applicables à nos régions, et que souvent les références sont des pratiques qui sont assez courantes dans le sud de la France. Donc il y a un travail à faire. Alors à titre personnel, c'est vrai, ça c'est en tant qu'agriculteur, j'ai un peu de mal avec l'agroforesterie, mais ce sur quoi nous cherchons à avancer plus encore, c'est sur l'implantation des haies, c'est sur effectivement la valorisation même des haies, où là c'est une forme d'agroforesterie aussi. Oui, ce qu'on appelle l'agroforesterie extra-parcellaire. Je voudrais, Sébastien, si tu peux donner à Sophie Caillot, qui est là, s'il te plaît, je voudrais vraiment lui redonner la parole. Tout le monde n'a pas eu la chance de venir hier à la diffusion du film, et je voudrais qu'elle nous explique comment s'est créée cette ceinture alimentaire du Tournaisis. Oui. Donc nous, on vient de Tournai, qui est une ville de 70 000 habitants, 300 000 habitants si on prend le Grand Tournai avec tous les villages, qui est à une vingtaine de kilomètres de Lille. Et en 2018, c'est un collectif de paysans et de citoyens, suite à une conférence d'un Français sur les villes en transition, qui se sont un peu interrogés sur l'autonomie alimentaire de leur territoire. Donc il faut savoir qu'on est une ville où on a encore beaucoup d'agriculteurs, 200 agriculteurs, mais la majorité qui finalement produit pour l'exportation et pas forcément pour le local. On avait aussi des difficultés d'accès à la terre pour des jeunes qui cherchaient à s'installer. Et donc on s'est dit, mais tiens, comment est-ce qu'on peut essayer de faire réfléchir tout le monde à notre autonomie alimentaire locale. Donc on a eu une première rencontre où on avait en 2018 une septantaine de citoyens et d'agriculteurs, et on s'est dit, bah, ok, on va organiser un grand forum citoyen sur les enjeux finalement de notre alimentation, qui a réuni plus ou moins 250 personnes. Et suite à ça, on a activé un peu des groupes de travail avec un peu quelles étaient les thématiques sur lesquelles on souhaitait travailler. Donc il y avait notamment l'accès à la terre, il y avait les cantines collectives, et on a pu répondre à un appel à projet en 2021 sur la relocalisation de l'alimentation qui avait été lancé par la région wallonne. Et suite à ça, on a commencé à travailler sur une filière de fruits et légumes bio dans la région. Donc l'idée, c'était de se dire, en Wallonie, on est autonome seulement à hauteur de 18% en fruits et légumes. Tout le reste, finalement, est importé. Or, on a des très, très bonnes terres de culture. Et donc, on s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut installer à la fois des nouveaux et puis produire pour les cantines ? Donc, on a appelé tous les agriculteurs de la commune en leur disant, mais tiens, qu'est-ce qui a envie de travailler sur le développement de cette filière ? Donc, on a d'abord eu 7-8 agriculteurs, plutôt en grande culture, puisque l'objectif, c'était de fournir les cantines. Et donc, on savait très bien qu'en fournissant les cantines, on n'allait pas être sur des niveaux de prix très élevés, donc ça exigeait quand même un certain niveau de mécanisation. Et puis on s'est retrouvé au final quand même avec 15 agriculteurs et dont des agriculteurs des maraîchers sur plus petite surface diversifiés. On a quand même dû diversifier aussi les débouchés par rapport à ce qu'on avait envisagé au départ, parce qu'il y avait finalement assez peu de demandes dans les cantines collectives, parce qu'au niveau des prix, il n'y a rien à faire, c'est vraiment tiré vers le bas.
Mais on a quand même réussi à créer une coopérative de 15 producteurs de fruits et légumes qui se sont accordés sur les prix, sur une planification commune qui évolue d'année en année en fonction des besoins des collectivités. Donc c'est quand même un chouette projet. Et puis la volonté de la ceinture alimentaire maintenant, c'est forcément d'aller aussi étudier quels sont les besoins dans d'autres filières et comment est-ce qu'on peut recréer des outils de transformation et de commercialisation localement. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé. Peut-être une réaction depuis la scène, Nicolas. En quoi ça fait écho à ce qui a été dit? Les prix d'achat pour les collectivités, quand tu dis qu'il y a le speed dating à Paris, effectivement, c'est bien pointé là. Les prix sont très très bas pour les agriculteurs. Il y a deux sujets avec les collectivités. Le premier problème, c'est le code des marchés publics. C'est que nous sommes tenus à la mise en concurrence et la clause géographique n'est pas acceptée. Moi, je ne peux pas écrire un marché public en disant je veux qu'on achète même à 100 km autour de Joigny. Je n'ai pas le droit. Donc ça, c'est un des grands combats qu'on essaye de mener, parce que la mise en concurrence, c'est que une structure polonaise peut, de la même façon, ou grecque ou chypriote, répondre à notre marché public que l'entreprise qui est à 10 km de chez nous. Ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, mais vous avez raison, c'est le niveau de prix. Nous, ici à Joigny, quand il y a 3 ans, on a décidé de passer... nous, on n'a pas de cantine... on n'est pas en régie, hein, donc on n'est pas en direct. On passe par un prestataire. Mais on lui a dit, nous voulons être dans le respect de la loi Egalim. Ça nous a coûté un bras pour le budget de la ville de Joigny. Et qu'évidemment, moi, je peux absolument pas répercuter ça sur les familles à Joigny. Donc, oui, c'est un vrai volontarisme politique. Donc, nous, on a pu le faire. Mais c'est compliqué parce que ça coûte effectivement plus cher. Donc il faut qu'on arrive à dépasser ça. Donc d'abord, il y a un sujet réglementaire et puis un sujet de moyens. Ouais. Mais bon, moi, plus globalement, la question, qu'est-ce que ça fait comme écho je suis jaloux, quoi. C'est ce à quoi je veux qu'on arrive ici. Alix, ce modèle, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose qui est comparable avec ton sujet? Alors déjà, c'est super inspirant. Moi, j'aimerais qu'il y ait ce genre de dynamique locale, mais un peu partout en France. En effet, lorsqu'on travaillait, par exemple, je travaillais au Jardin du Coteau, donc quand on a monté cette ferme avec Sophie Bardot en insertion en maraîchage bio, on s'est confronté aussi un peu à un mur, on voulait fournir les cantines locales, mais en fait, le tonnage qu'on était capable de fournir ne correspondait pas du tout à la structuration de la filière de transformation qui alimente les cantines. Voilà, il parlait de tonnes par jour et nous, on était là, non, nous, c'est tonnes à l'année. Donc, effectivement, je trouve ça très inspirant si on arrive à coordonner, des maraîchers qui produisent ensemble pour peut-être fournir des tonnages plus importants. Enfin voilà, je trouve ça très intéressant. Et clairement, j'ai été pas là hier pour voir le reportage, mais j'ai très envie de regarder ça pour voir à l'échelle d'un territoire comment on crée cette dynamique locale et ça a été quoi les étincelles qui ont fait que c'est parti, quoi. Eric, si je peux dire un tout petit mot, il n'y a pas que Joigny sur le territoire, il y a la communauté de communes. Et dans la communauté de communes, on a des maires qui sont en train de s'emparer de cette question. J'en suis très heureux. Le maire de Béon, Didier Moreau, qui est là-haut, il a déposé un dossier France Ruralité avec plusieurs communes rurales de l'Interco, qu'on va soutenir évidemment, avec l'enjeu de dire comment nous, y compris dans nos petites communes, c'est une réponse aussi au tonnage énorme qu'on demande, comment on peut repartir vraiment de villages de quelques centaines d'habitants, mais qui disposent d'une école pour faire levier très localement et en échappant à ces besoins de tonnage. C'est le problème que j'ai aujourd'hui à Joigny, c'est qu'en se mettant dans les mains d'un prestataire, lui, évidemment, il commande en tonnage. Donc, on réfléchit à comment on peut faire évoluer ça. Mais c'est une bascule pas neutre. Passer à une... Je dire, il faut embaucher des cuisiniers. On change de métier. Donc, on essaye de regarder à Joigny. On a 4 cuisines centrales à Joigny. Une à l'hôpital, une au collège, une à l'EREA, l'établissement régional d'enseignement adapté, une au lycée. Je me dis, et on va reconstruire un hôpital. Là. Donc je suis en train de regarder comment
on ne peut pas s'appuyer sur la cuisine centrale de l'hôpital demain, donc avec des besoins moins importants, donc des volumes compatibles avec la capacité de production au local, on peut essayer de basculer. Voilà. Mais ce n'est pas une annonce, je ne veux pas non plus avoir une grève chez le prestataire actuel, qui est une très belle entreprise jovinienne, qu'on adore, mais on va travailler ensemble. Élise Garnier parlera un petit peu de ça cet après-midi, notamment comment elle travaille avec un collège pour pouvoir satisfaire les besoins du collège et inversement. Donc oui, pour répondre à la question d'Alix. Les ceintures alimentaires, du coup, en Belgique, il n'y en a pas qu'une à Tournai déjà. Donc c'était un mouvement qui était déjà connu des citoyens. Et je pense que l'étincelle, ça vient quand même par beaucoup de sensibilisation, ce qui prend aussi du temps. Mais donc, au niveau de la ceinture, c'est vrai qu'il y a cette mission plutôt d'animation territoriale et de récréation de filières, finalement. Mais il y a aussi tout un gros boulot qui est fait en sensibilisation et en plaidoyer politique. Donc, chaque année, il y a un festival qui s'appelle Nourrir Tournai, autour d'un enjeu de l'alimentation, où on essaye de sensibiliser vraiment les citoyens. Et on se dit, le citoyen, c'est aussi finalement un outil de plaidoyer. Donc, par exemple, par rapport à la question des cantines collectives, on se rend compte que quand même, les jeunes parents sont beaucoup plus attentifs finalement à la qualité de l'alimentation qu'on peut donner à leurs enfants, que eux aillent eux-mêmes interpeller les communes, les directions des écoles. Ça fait du poids. Donc, il y a quelques années à Tournai, par exemple, on n'en parlait pas du tout. Finalement, la ville de Tournai est aujourd'hui partenaire de ce projet. Alors, c'est un peu comme ici, ça reste quand même une société de restauration collective qui alimente toujours, une société avec des actionnaires dont finalement le but c'est de faire du profit. Moi je me dis mais si finalement tout l'argent qui est reversé aux actionnaires servait à un approvisionnement plus qualitatif, ce serait très différent. Après on a bien conscience que ça nécessite de remettre en place des outils. Pourquoi en fait il y avait des cantines, il y avait des cuisines centrales dans quasiment toutes les villes en Belgique, et à cause des réglementations qui sont de plus en plus conséquentes, on les a finalement remplacés par des sociétés de restauration collective externes. Donc pour moi, il y a un gros boulot à faire pour les remettre en place, ces cuisines. Et effectivement, c'est de la volonté politique, finalement. Ça nécessite des budgets, mais est-ce que ce n'est pas une préoccupation citoyenne qui est importante? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des budgets là-dedans? C'est aussi, finalement, qu'est-ce que ça coûte à la société en frais de santé, en plein d'autres choses. Donc, moi, je pense qu'il faut aller vers ça, hein, clairement, et que nous, en tant que citoyens, on a aussi un rôle à jouer pour essayer de faire pression sur nos élus pour aller vers plus de qualité dans notre alimentation. Merci. Michel Leclerc, qui est agriculteur et qui est le converti. Ouais, chez nous, au niveau des communes, on parle pas de maire, mais de bourgmestre. Mais j'ai entendu monsieur le maire qui disait qui était jaloux de chez nous. Nous, on est aussi un peu jaloux parce qu'on aurait bien aimé avoir un bourgmestre qui a une mentalité comme ça. Je pense que ça ferait avancer aussi beaucoup plus vite les choses. Et peut-être ajouter aussi qu'il y a quand même déjà des outils. Vous parliez de cahier des charges des marchés publics, et je pense que vous êtes plus avancé en France qu'en Belgique sur la question, mais on peut quand même clairement faire évoluer ces cahiers des charges des marchés publics. En créant des régies agricoles communales, ça permet de sortir partiellement de cette loi des marchés publics. En France, je sais qu'en jouant sur la question de la sensibilisation, et donc le fait que les écoles puissent se rendre chez l'agriculteur, ça amène quand même ce critère de territorialité. Enfin, il y a des pistes d'avancement. Après, quand je vois que, par exemple, vous rachetez des terrains communaux pour y installer des maraîchers, je me dis c'est une démarche qu'on a fait aussi avec la ville de Tournai. Et pour moi, ça a énormément de sens. Donc, effectivement, j'ai l'impression que vous avez bien conscience déjà des enjeux et que vous travaillez là-dessus. En France, on a Montsartou, Grande-Sainte, Ungersheim et puis 2-3 autres villes qui sont en régie autonome. Mélanie, vous voulez réagir? Je rajoute juste un truc avant, parce que ça vous concerne. Faire ensemble. On entend ça depuis le début, quoi. Ça se fait pas tout seul. Et vous avez parlé du fait que vous étiez un peu seul par moment. Oui, je veux juste rebondir sur le fait que la notion économique, c'est surtout une question de priorité, que ce soit à l'échelle d'une ville, d'un village ou d'un foyer. La question de priorité, prioriser un budget pour l'alimentation, c'est quand même... c'est des questions de choix qui sont pour moi d'ordre un enjeu de santé publique et aussi d'emploi, d'économie circulaire, locale. Enfin, tout ça, c'est très important.
Merci. On redonne la parole à la salle. Dans l'ordre... Voilà, ça c'est un micro qui est déjà donné. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur les différents plans alimentaires territoriaux et donc notamment la transformation, toute l'activité de transformation qu'il y a dans ce domaine-là. Donc, moi, je suis Hugo Frédéric de la conserverie jovinienne. Donc, vous avez peut-être vu le stand à l'entrée. On a été invité à participer à 2 PAT, dont j'ai déjà donné l'acronyme, dans l'Auxerrois et dans le PAT Nord-Yonne, c'est comme ça qu'il s'appelle ici. Donc c'était à la fois des démarches super intéressantes d'avoir tous les acteurs qui se réunissent depuis les producteurs, transformateurs et donc les acheteurs et les pouvoirs publics. Finalement, nous on a été assez étonné d'être non seulement invité, mais en plus d'avoir un rôle relativement important par rapport au fait qu'on est une très jeune entreprise, qu'on est 2 et que les tonnages, enfin, on peut parler de tonnage à l'année tous les 2, mais à peine quoi. On est peut-être à 12 tonnes quand même par an transformées à l'heure actuelle. Mais en fait, parmi les transformateurs du territoire, il y a des usines avec 150 employés, mais finalement, aucun de ces acteurs-là n'a de choses à dire à l'heure actuelle, en tout cas dans les PAT, et ils sont finalement assez peu présents, et quand ils viennent, c'est compliqué parce qu'en fait, eux, ils ont des camions qui arrivent tous les jours et des camions qui repartent, mais ça vient on ne sait pas où, enfin, ça vient tous les jours d'ailleurs et ça repart tous les jours ailleurs. Donc, ce n'est pas du tout localisé vis-à-vis ni de la production agricole locale et ni de la consommation alimentaire locale. Bon, éventuellement, ça, c'est la structuration historique. Éventuellement, ces acteurs-là sont en train de changer. On espère, mais du coup, pour l'instant, il y a assez peu de représentants de la transformation. Donc, c'était nous. Donc, c'était du coup très intéressant. Et faut savoir, nous, on est en train de réfléchir à pouvoir proposer des choses justement pour les cantines. Alors, on n'est pas parti pour être une cantine, donc on ne va pas faire des plats qu'on va servir à des gens, mais néanmoins dans une cantine, quand vous avez des pâtes à la sauce tomate en janvier, la tomate, elle pousse pas en janvier, donc si on veut qu'elle soit locale, il faut qu'elle soit en boîte. Donc c'est là où nous, on peut intervenir parce qu'on sait faire des boîtes. Et on a de la tomate dans Lyon, ça pousse, c'est pas comme l'Italie ou l'Espagne, mais il y en a quand même. Voilà, c'est au mois d'août, septembre, éventuellement octobre. Voilà, nous on se propose on est en train de réfléchir à encore de nouveaux investissements, mais voilà, de faire. Donc, vous avez vu les bocaux pour les particuliers à l'accueil, mais on réfléchit à faire des grosses boîtes 5.1, ça s'appelle, c'est les plus grosses boîtes de conserve en fer qui existent là. Là, on est en train d'y penser, on est en train de voir combien ça coûte, etc. Pour faire ce genre de produit, car c'est vrai qu'on a de la pomme pour faire la compote de pommes toute l'année pour les enfants, ou pas que les enfants d'ailleurs, parce que les cantines, donc on parle beaucoup avec les collectivités des cantines scolaires, mais en fait il y a aussi les cantines d'entreprise, les restaurants, et les EHPAD, les hôpitaux, voilà, bref, c'est finalement dans l'alimentation d'un territoire, la restauration collective, c'est un gros morceau. Donc oui, voilà, sauce tomate, compote de pommes, les légumineuses qui poussent chez nous, les pois chiches, les haricots blancs, les lentilles, on en a plein ici. Ça, c'est très dur à cuire en cantine parce que c'est des cuissons longues, des trempages sur 24 heures, etc. Et finalement, beaucoup de cantines vont utiliser quand même des boîtes cuites sur les lentilles, sur les haricots, etc. Voilà, donc c'était pour apporter, pour rebondir sur ce sujet-là. Et oui, et sur les tonnages annuels dont Alix a parlé, c'est assez compliqué en effet pour les acheteurs. Donc moi, je peux être un acheteur de produits qui viennent du producteur. Et j'imagine que pour des cantines, c'est pareil. Quand c'est compliqué quand il y a des petites quantités de cumuler beaucoup de producteurs. Parce que nous, après, il y a la traçabilité, etc. Si on a acheté 50 kilos de carottes ici, 25 là, et puis 12 kilos de lentilles ici, là et là-bas, en fait, c'est énorme administrativement. Voilà. Et donc, il y a eu une idée dans le PAT de l'Auxerrois de faire un Rungis de Lyon. C'est-à-dire que
que les petits producteurs puissent envoyer leurs 88 kilos de carottes, et puis tous ensemble, ça fera une tonne de carottes, et à la limite, on a une facture avec tous les producteurs, la traçabilité locale, enfin voilà, organiser une petite plaque tournante locale. Et ça c'est une idée qui avait bien pris dans le PAT de l'Auxerrois. Bon, voilà. Merci beaucoup. Pour rebondir là-dessus, le sujet de la tomate en particulier, ça va parler à Alix. Il y a une étude qui vient de sortir, une étude internationale qui date vraiment de décembre 2023, qui a essayé de jauger l'intérêt de l'agriculture intra-urbaine. Et c'est très discuté. On ne sait pas trop si c'est bien, mais en tout cas, il y a une agriculture professionnelle, une agriculture associative, ce genre de choses. Et il y a 2-3 productions sur lesquelles c'est particulièrement pertinent, et la tomate en fait partie. La tomate a un meilleur bilan carbone quand elle est produite en agriculture intra-urbaine que quand elle est produite à l'extérieur. Donc peut-être aussi développer des filières qui soient extrêmement ciblées pour satisfaire les besoins locaux, plutôt que d'essayer de tout faire de la même manière dedans que dehors, par exemple. D'autres questions dans le public? Le micro circule toujours, juste là. Oui, j'avais une question par rapport à... donc on a dit la sensibilisation des citoyens, c'est quand même très important. Et je voulais savoir sur les communautés de communes ou dans la ville de Joigny, notamment sur les parcelles que vous avez mobilisées là, pour refaire de la production ou autre, biodiversité. Est-ce que vous avez des programmes prévus avec les écoles pour que tous les gamins puissent remettre un peu, et les écoles et les professeurs, ça ne se fait pas sans eux, pour que les gamins puissent remettre un peu les mains dans la terre dès qu'ils sont tout petits et qu'ils voient que c'est important l'alimentation pour leur santé, etc., de manière à ce qu'ils influent sur leurs parents qui gardent plus de sous, comme disait notre agricultrice, pour manger mieux. Ça, c'est la première question. Et puis, j'aurais une question aussi sur le gaspillage alimentaire dans les cantines, etc. Est-ce que, comme maintenant, il y a une obligation de collecte qui est passée là, en 2024, des produits, des biodéchets, ce qu'on appelle les biodéchets, on ne devrait pas les appeler des déchets, mais qu'est-ce qui est prévu en circuit assez court, ou est-ce qu'il y a des choses prévues pour valoriser ces produits-là dans la production peut-être locale des agriculteurs? Et puis il y a la question des toilettes à séparation de flux pour remettre l'engrais de l'urine vers les champs locaux aussi. Juste avant que Nicolas Sauret réponde, rappelez que ça, ce sera bien abordé cet après-midi. Tout ça, ce sera très précisément abordé cet après-midi. Donc, je laisse quand même répondre. Donc sur la sensibilisation vis-à-vis des écoles, c'est dans notre stratégie PAT de regreffer. Il y a un très beau... D'ailleurs, il y a un autre pays qui a été primé. Là, je reviens de La Rochelle où j'ai représenté justement ce pays et on m'a beaucoup interrogé sur l'agriculture. Et j'ai vu une initiative qui me plaît beaucoup que je vais essayer d'importer avec des écoles. Donc ça, c'est dans notre stratégie. Votre deuxième question, c'est... en fait, les gros producteurs... la loi qui s'applique depuis le 1er janvier, c'est pour les particuliers. En fait, les gros producteurs, c'est le cas déjà depuis 2016, l'obligation de traiter à la source les biodéchets. Alors, c'est pas facile parce que toujours petit sujet de normes, c'est que il faut pouvoir certifier que ce qu'on va aller donner aux agriculteurs aux fins qu'ils les mettent sur leur champ est complètement normé. Et c'est pas facile. Alors, le gouvernement s'est bien rendu compte que c'était très chouette de nous demander de mettre en place une solution de tri à la source des biodéchets, mais la question était celle de l'exutoire. Donc il a été rendu possible désormais de faire de ce qu'on appelle du compostage en bout de champ. Ça s'appelle comme ça, compostage en bout de champ. Donc c'est ce que nous, on va expérimenter ici. C'est l'un des exutoires pour nos composteurs collectifs. Ici, je mets les gros producteurs de côté. Pour les particuliers, ça fait 15 ans moi, que je distribue des composteurs individuels pour celles et ceux qui ont les moyens de garder à domicile. Donc le sujet, c'était sur l'habitat très dense, la vieille ville médiévale de Joigny, par exemple l'habitat collectif. On fait du compostage, du compost en pied d'immeuble ou du compost collectif. Et donc c'est cet exutoire, c'est pour ça qu'on avait besoin d'un exutoire. Donc on essaie, mais c'est très compliqué parce qu'en fait faut slalomer. En fait, il faut que il y a un agriculteur qui lui-même soit contributeur. Donc on essaye de détourner, donc on essaye de trouver sur chacun de nos composteurs collectifs un agriculteur qui lui aussi vient apporter ses restes alimentaires. Et donc, parce qu'il est participant, il a le droit de repartir avec le truc. Mais voilà. Donc,
Un complément par rapport à ça, dans les revendications qu'on a entendues ces derniers temps de la part du monde agricole, il y a ce fameux empilement des normes. Moi, j'ai eu un témoignage cette semaine d'un agriculteur qui est producteur local, circuit court, et pas que court, mais surtout circuit court, céréalier, mais polyculture élevage, donc il transforme ses poulets à la ferme, etc. Il a un sujet, les coquilles d'œufs. Il n'a pas le droit de mettre ses coquilles d'œufs dans ses champs. C'est un truc de fou. Quand il a des œufs cassés, il n'a pas le droit de les mettre dans ses champs. Ses carcasses de poulet, ça représente à peu près un seau par semaine, il les donnait à une meute, parce qu'on l'autorisait à faire l'année dernière. Il a eu un contrôle cette année, on lui a dit, vous n'avez plus le droit. Voilà. C'est vraiment le genre d'écueil qu'on rencontre, et c'est vrai que cet empilement des normes, on a tous intérêt à ce que les normes environnementales soient les plus respectées possibles, etc., et qu'il y en ait qui soient extrêmement fiables. Mais déjà, en termes de lisibilité, c'est compliqué, puisqu'elles ne sont pas les mêmes dans tous les pays européens, que la norme européenne n'est pas celle qui est appliquée en France. Enfin, elle est appliquée en France, mais en France, on rajoute des couches. Donc, c'est difficile pour les agriculteurs de comprendre pourquoi est-ce qu'on rajoute des couches ici, alors qu'aux autres, on ne les impose pas. Sous-entendu, si on n'a pas ces normes-là ailleurs, c'est que c'est pas si grave. Et sans compter la distorsion de concurrence. Mais effectivement, oui, il y a vraiment un énorme travail à faire là-dessus pour simplifier ces circuits courts, pour simplifier ce retraitement de la matière disponible et de ce qui est produit. Je voudrais faire intervenir Stéphane Comard par rapport à tout ce qu'on a dit. Je sais que ça va pas être facile. Mais dans l'accompagnement dans l'accompagnement éthique local qui est fait, est-ce que vous constatez ou est-ce que vous accompagnez les agriculteurs pour que justement leur production qui va vous profiter, à vous en tant qu'entreprise, puisse profiter au territoire, par exemple par de la vente plus directe, par une relocalisation de certains types de production qui n'étaient plus opérés? Alors, on va appuyer, dans certains cas, on va appuyer des groupements de producteurs qui vont redévelopper des produits. Je pense à la châtaigne, par exemple, réhabiliter des châtaigneraies qui ont été abandonnées avec le temps, et on va appuyer ce genre de démarche pour pouvoir les aider à commercialiser ces produits. Voilà. La chose qu'on fait avant tout, c'est de pouvoir expliquer aux consommateurs que le produit qu'ils vont avoir dans l'assiette va avoir à une origine, à des producteurs derrière, est issu d'un terroir, est issu d'un savoir-faire. Et c'est ces éléments-là qui sont, à nos yeux, importants de partager avec le consommateur pour qu'il se rende compte et qu'il soit sensibilisé à ces éléments-là. Je ne sais pas si ça répond. Je pense que oui, c'est important. On a beaucoup parlé d'administratif, de complexité, d'agronomie aussi, mais ce qui a été mentionné notamment par nos amis belges hier et aujourd'hui, et qu'on a déjà eu en écho à plusieurs reprises, c'est l'aspect festif. Et quel point c'est important en fait, puisque comme on a besoin du citoyen, comment est-ce qu'on le fait venir? Et c'est pas forcément avec des réunions comme ça, qui sont quand même un peu lourdes à porter, qu'on parvient le mieux à toucher un maximum de population. Vous avez par exemple, vous, l'année dernière, enfin à l'automne, fait votre premier marché. Qu'est-ce que ça raconte tout ça? Ça raconte que c'est une image, on porte l'image d'agriculteurs en collectif. Et c'est vrai que j'avoue que le collectif, pour ma part, est très important dans l'agriculture moderne d'aujourd'hui, où je rejoins un peu, elle est un peu toute seule dans son coin, et c'est vrai qu'il faut oser. Il faut oser. Moi, je sais que si j'avais pas osé dire dans le groupe où j'étais, de dire tiens, pourquoi pas de la culture pérenne, je l'aurais monté tout seul, mais j'aurais pas fait aujourd'hui ce qu'on a fait tous ensemble. C'est vrai que quand on est tout seul, on va un peu plus vite, mais des fois on va moins loin que quand on est en groupe, on va moins vite, mais peut-être plus loin, quoi. En tout cas, j'y crois ça. Et je l'ai eu là. L'exemple, c'était avec les petits fruits où j'ai fait une petite production et c'était compliqué d'acheter du matériel et tout, et donc c'était tout à la main. Donc c'était assez complexe. Et c'est ça aussi qui m'a fait mûrir dans le deuxième projet de Noix, où j'ai parlé, j'ai discuté, et de communiquer est très important. Pour après, derrière, des fois, c'est là qu'on se rend compte que l'autre personne pensait à peu près la même chose. Ça m'intéresse. Et on discute, et puis après, on tombe dans un groupe. Après, j'avoue, les groupes, c'est quand même un mariage. Hein. Des fois, on est en désaccord, mais bon, voilà. Après, on a une ligne de conduite, on sait où qu'on doit aller
pour tout le monde, et voilà, quoi. Donc c'est très intéressant. Et il faut savoir que moi, je suis céréalier aussi d'un côté, et depuis que mon père et mon oncle est partis, j'avais un agriculteur, en discutant, pareil, une fête, on appelle ça le carré, le petit carré, où on boit une bière, et puis en discutant, je dis tiens, j'ai besoin d'un matériel. Bon, voilà, c'était une pelle, bref. Et bien, j'ai moi aussi. Donc on a acheté une pelle, et aujourd'hui, on a tout le matériel en commun. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble, et on n'a aucun champ à côté. Ce qui est un peu dommageable, parce que je pense qu'on aurait nos champs à côté, on aurait fait un assolement commun, on aurait vu autrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture, je le vois plus en collectif. En vrai, on n'invente rien, hein. C'est juste, on remet les choses comme ils étaient avant. Et avant, dans l'agriculture, donc les paysans, moi j'aime bien le mot paysan, mais eh ben, on s'aidait tous, quoi. Aujourd'hui, c'est pas bien ce que je vais dire, mais on est en train de regarder l'autre et on dit, oh, s'il pouvait se casser la gueule pour que je l'avale. Voilà. Ça s'appelle le néolibéralisme. Ouais. Ça a un nom. Voilà. Donc là, je suis pas très. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en collectif. Je rebondis sur quelque chose parce qu'il y a 4 jours, j'ai vu des petits jeunes qui font le BPREA, micro-entreprise, donc on discutera ça tout à l'heure. Brevet d'études professionnelles. Oui, pardon, merci. Agricole, ouais. De chef d'exploitation, voilà. Enfin responsable d'exploitation. Voilà, et c'est des petits jeunes qui sont à côté de mon hangar, voilà, et ils veulent monter du maraîchage, quoi, faire du maraîchage. Puis ils m'ont demandé, est-ce que tu as du terrain et tout. Ben, je suis au conseil, donc j'ai demandé à la mairie, ils m'ont dit oui, puis moi en réfléchissant, j'avais un petit bout que je ne me sers pas. Donc je lui ai proposé, donc faut qu'on voie ça, voilà. Donc c'est vraiment tout récent, donc c'est marrant, ça fait rebond à ça, et voilà. Je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'il faut donner la place à tout le monde? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas. Voilà. Et votre fête de la noix et de la noisette que vous avez donc donnée pour la première fois cette année, en fait? Deuxième fois, c'est la deuxième année. Deuxième fois. Le contact avec les citoyens, c'est quoi? Est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce que les gens vous semblent touchés? Est-ce que vous voyez bien qu'il y a une dynamique qui se lance? Il y a une dynamique. Alors, le projet, c'est normalement de le faire dans les vergers, mais là, ça fait 2 fois de suite où il flotte. Donc, c'était un peu compliqué. Il pleuvait beaucoup. Mais sinon, oui, la dynamique, quand même, il y a des gens, ils viennent, surtout cette année où il y a beaucoup plu. Et au final, on a été étonnés. Il y a eu toute la journée des gens qui venaient. Donc, il y a des locaux, pareil, on fait venir des producteurs locaux. On est une dizaine et on fait un peu festif, quoi. Et je pense que ce mouvement-là est très intéressant pour se faire connaître, pour faire sortir les gens, quoi, de leur écran. Oui, c'est ça. C'est pas forcément une démarche commerciale engagée citoyenne qu'il faut leur annoncer, mais leur dire on se retrouve, on boit un coup ensemble, et finalement créer ce lubrifiant social, ce que vous faites avec la guinguette. Vous vouliez parler, non? Il y a une réaction, s'il vous plaît, pour là. Et puis vous aussi avec votre marché que vous organisez. Et juste pour nous, les noix et noisettes, c'est que, juste un petit chiffre, c'est qu'on a perdu ce fruit en France. On mange à peu près 500 grammes par an et par personne par an. Et qu'il faut savoir, en Italie, en Allemagne, ils mangent 3 à 4 kilos par personne. Donc, si au final, vous mangez pas mal, il manquera de toute façon de la noix en France. Aujourd'hui, le citoyen est complètement déconnecté finalement de son alimentation et de la personne qui la produit. Et donc juste de recréer ce lien avec l'agriculteur, le producteur, et que la personne puisse de nouveau avoir de l'empathie pour la personne, en fait, ça fait énormément. Chez nous, les gens, ils viennent maintenant autant pour le contact humain que pour le produit. Après, pour tempérer un tout petit peu ça, et je crois que Mathieu Dalmé, il en parle très très bien dans sa conférence, c'est aujourd'hui, il faut être producteur, il faut être bon communicateur, il faut être commerçant, il faut être organisateur d'événements pour le SMIC ou un tout petit peu plus que le SMIC, quoi. Et ça, parfois, c'est quand même difficile à tenir. Alors autant on se nourrit clairement, nous, en tant que producteurs, de ce lien avec le consommateur. Et si on n'avait pas ça, je pense qu'à un moment donné, on arrêterait notre boulot. Mais à la fois, il y a aussi la juste rémunération du producteur à laquelle il faut penser. C'est vrai que ça nécessite toujours plus de main-d'œuvre. Et Marc Dufumier en parlait très bien hier, de se dire que les aides finalement de la PAC aujourd'hui, est-ce qu'elles ne doivent pas aller à la rémunération du travail, quoi.
Merci. Petit rappel, l'association qui organise cet événement s'appelle Renaissance Joigny. C'est un héritage d'une association qui s'appelle le Renaissance écologique, qui est portée par un type qui s'appelle Julien Dossier, qui étudie beaucoup ce qui peut se passer autour de villes, notamment de 10 000 habitants, comment est-ce qu'on peut répondre un peu à toutes ces questions. Et lui a pour principe que ce qui est sur sa table, et il invite tout le monde à faire pareil, chaque aliment qui est sur sa table, il peut nommer la personne qui l'a produite. Et on a tendance à considérer que si on commence à rendre ça possible, en fait, ça facilite énormément le développement de l'agriculture locale. Une autre réaction de la salle? Merci. Oui, bonjour. Je voulais revenir à l'exposé au début sur les micro-fermes. Voilà, et c'était absolument passionnant. Et en même temps, le développement sur les arbres et les noix. Je voulais que vous nous, si c'était possible, de nous expliquer un petit peu plus que vous disiez qui sont les conditions de la réussite, et y ajouter une autre dimension qui est, pour rejoindre vos propos sur les arbres, c'est un peu compliqué ce que j'essaie de vous dire, mais bon bref, est-ce que vous mettriez les expérimentations de forêts comestibles dans ce type de circuit ou de modèle? Est-ce que vous les avez étudiées? Nous, on essaye d'en expérimenter une. Voilà, c'est vrai que ça fait très vite du volume. Et en même temps, on ne sait pas forcément quoi en faire parce que notre projet n'était pas professionnalisant. Et bon, voilà. Donc, j'ai l'impression que des tas d'initiatives aussi citoyennes se font pour utiliser un peu leur espace agricole et qu'à la fin, ça fait des productions qui sont très volumineuses, quoi. Donc, que faire avec ce type de modèle? Mais d'abord, sur l'expérimentation, qu'est-ce qui marche? Merci, parce que j'avais envie de rebondir là, j'avais plein d'idées qui fusent. Alors d'abord, effectivement, l'économie locale, elle se fait parce qu'on a des petits acteurs locaux qui peuvent vivre de leur métier. Et il faut favoriser les conditions qui leur permettent de vivre de leur métier. Donc moi, je vais parler du maraîchage, parce que c'est ce que je connais. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, que ce soit le profil de l'agriculteur. Et ça, c'est vraiment Aujourd'hui, la majorité des personnes qui s'installent, en tout cas qui passent au point accueil installation, sont des non-issus du milieu agricole. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas été élevées dans un milieu agricole, qui n'ont pas cette culture qu'un fils ou une fille d'agriculteur aurait. C'est-à-dire qu'ils doivent passer de la théorie à la pratique sans avoir pratiqué ou vu la pratique se faire devant leurs yeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à négliger. Et donc, il y a un vrai travail d'accompagnement technique qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple, peut-être qui ne va pas parler à tout le monde, mais savoir si son sol est ressuyé pour rentrer son tracteur, ok, j'ai la théorie, mais en vrai, quand je vois mon sol, comment je sais vraiment, là, je peux y aller ou pas? Et ben, en fait, des fils et filles d'agriculteurs, ils vont dire, ils le sentent, en fait, c'est même pas conscientisé, alors que des personnes qui sont nouvelles dans ce métier, c'est un peu plus compliqué, et puis ils vont se planter, et puis en fait, ça s'accumule à plein d'autres petites choses. Donc en fait, c'est un ensemble de pratiques et de mise en pratique qu'il faut adresser. Et je pense qu'il y a une vraie mutation du métier d'accompagnement qu'il faut mettre en place, que ce soit de l'ergonomie, enfin de la recherche en sciences de l'éducation, etc. Comment les nouvelles personnes qui s'installent s'approprient les techniques et les mises en pratique. Voilà. Il y a tout cet aspect-là. Et puis, comme disait madame, je ne me rappelle plus votre prénom, mais un chef d'exploitation, il doit savoir fixer son prix. Comment je fais, en fait? Donc, ça veut dire qu'il faut que je calcule mon coût de production, mais quand je suis maraîcher, j'ai 20-30 espèces. Il va falloir que je le fasse à chaque fois. Et puis, en fait, c'est hyper compliqué. Donc, il faut pouvoir accompagner là-dessus. Les circuits de commercialisation aussi. Ce qu'on voit, en tout cas en micro-maraîchage biologique, c'est que aujourd'hui, donc, ça peut être très diversifié, ça peut être du panier, en AMAP. Association pour le maintien d'une agriculture de proximité. Merci. Donc en AMAP, en vente directe à la ferme, ce qu'on constate aujourd'hui, en tout cas les maraîchers qui arrivent à gagner le SMIC ou 1,5 fois le SMIC, c'est ceux qui ont un circuit privilégié de vente. Qui se dispersent pas trop. Et donc ça, c'est très très important, en tout cas au démarrage. Et peut-être dans les années ensuite, quand on est plus installé, on peut commencer à se diversifier.
Il y a aussi le facteur de... En général, les gens ils ne font pas que du maraîchage, mais ils se diversifient, ils font du petit fruit, de l'arbo, etc. Ce qu'on voit, c'est ceux qui y arrivent le mieux, c'est ceux qui se concentrent sur max 2 ateliers de diversification, le maraîchage compris. En fait, parce que c'est très technique et on apprend le métier au début et donc il faut commencer petit. En fait, voilà, et le coût matériel aussi de cette adaptation. Alors, coût matériel, en moyenne, ce type de projet, c'est 47 000 € d'investissement, 40 000 à l'installation et 17 000 en développement ensuite. À l'installation, voilà, en général, il faut aller sur les serres, le circuit d'irrigation, l'automatisation de l'irrigation, etc. Et voilà, des outils mécanisés du style le motoculteur, cultivateur. Ça, c'est ceux qui y arrivent. Il faut se motoriser un minimum. Et j'en viens à justement les idéaux. Parce qu'en fait, les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, elles ont beaucoup d'idéaux. Qui sont véhiculés par les réseaux sociaux. Nourrir la terre, nourrir les gens, préserver l'environnement. Il y a beaucoup de valeurs qui reposent sur leurs épaules et qui se mettent aussi eux-mêmes sur leurs épaules et qui masquent la complexité du métier. On peut avoir l'impression comme ça, bah oui, je plante mes petites graines, j'amène de l'amour, de l'eau, etc. Et ça va marcher, ça va être super. Et en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et il faut apprendre à faire des compromis. Donc je parle, donc là, tout ce qui est forêt nourricière, etc. Donc on parle un peu de permaculture, c'est cette vision. La permaculture, à la base, elle n'est pas développée pour produire, elle est développée pour être autonome en alimentation. C'est très différent. Qu'on puisse en inspirer pour intégrer des pratiques, pour faire évoluer ces pratiques, c'est tout à fait... je suis pour, mais il faut le réfléchir dans un système productif. Et donc je pense, après, moi c'est mon avis personnel, mais une forêt nourricière, on peut s'en inspirer, mais il faut alors pas l'industrialiser, c'est peut-être pas le bon mot à dire, mais en fait il faut la structurer de façon rationnelle. Ouais. Enfin, il faut que ce soit pratique. Les maraîchers, ils travaillent, je ne sais pas combien d'heures, 70 heures par semaine parfois. Et il faut structurer le travail pour que ce soit facile. Donc je pense qu'il y a effectivement peut-être forêt nourricière, c'est peut-être plus quelque chose de citoyen, de démonstration, voilà, d'alternative, mais quand on est agriculteur, c'est un petit peu une autre logique. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et je pense justement qu'il y a des savoir-faire maraîchers dits classiques qui ne répondent pas forcément à la permaculture ou à d'autres enjeux comme le jardin. Tout le monde connaît Jean-Martin Fortier, peut-être pas, c'est un Québécois qui a mis en place une méthode, une recette, on va dire une recette pour être viable. Mais en fait, c'est juste une recette. Et c'est pas... chez lui. Une recette chez lui, qui inspire beaucoup de personnes qui veulent s'installer. Mais en fait, quand on se confronte à en fait, la dynamique de mon territoire, elle ne répond pas forcément à faut que je mette un maximum de production en valeur ajoutée et ça va se vendre et ça va être génial. Non, en fait, je suis sur un territoire qui est un petit peu plus pauvre, on va dire, économiquement. Et donc, il ne peut pas se permettre d'acheter ça. Enfin, voilà, il y a tout un... En fait, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner les outils des outils aux personnes qui s'installent et aux accompagnateurs qui permettent de réfléchir à son système et pas d'appliquer des recettes. C'est-à-dire que, voilà, moi je m'installe, c'est ça mes priorités, j'ai tant d'argent quand je m'installe et c'est ça la dynamique de mon territoire. Qu'est-ce que je peux aller piocher dans chaque recette ou technique qui fait que je peux construire un système qui est durable. Et ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que je suis un peu longue. C'est parfait, c'est très très bien. C'était un très bon éclairage. Pour abonder dans ce sens, on a quand même des vidéos qui restent des années précédentes. Et on a notamment le témoignage de François Biens pour la ferme des Taurins qui va exactement dans ce sens-là. Une reconversion, 10 ans de maraîchage, beaucoup d'épuisement, beaucoup d'idéaux qui ont dû être déçus ou adaptés. Et je vous invite vraiment, vraiment à aller consulter les vidéos des années précédentes pour entendre ce témoignage. Il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc on va pouvoir prendre deux interventions et ça va être bon. Yonne Nature Environnement et Adeni
2 associations agréées départementales ont choisi il y a plusieurs années de faire des petites courts-métrages qui sont en ligne sur YouTube et qui s'appellent La bio pour tous dans Lyon. Et vous avez dedans un exemple de cantine à Sauvigny-le-Bois avec une opportunité de réengager quelqu'un, une cuisinière qui avait un resto qui ne marchait pas apparemment. Et donc c'est une petite école où ils fabriquent tout sur place et ils démontrent que ce n'est pas plus cher que s'ils avaient passé par un prestataire. Ils ont eu énormément de visites suite à notre petit film. Et donc, si ça peut inspirer des élus, c'est à disposition. Donc, il y a 10 petits films de 6 minutes qui font un petit résumé sur 10 exploitations différentes, 10 expériences, dont aussi un magasin de producteurs à Toussy. Et donc, je crois qu'il y a plein d'exemples possibles. Puis après, on a trouvé que c'était un peu bizarre, notre format. On est passé à la taille au-dessus pour la qualité de l'eau. Et donc, c'est pas chemin des coquelicots, mais c'est chemin de terre et d'eau, la bio naturellement. Et donc, on l'a passé dans pas mal d'endroits. Et si on nous fournit la salle, on arrive avec le matos et on fait l'animation derrière. Voilà, donc c'est à dispo de qui veut le voir. À dispo où ? À nos associations. À Denis et Lyon Nature Environnement. Merci. Dernière intervention, et puis on essaiera de conclure avec les intervenants qui nous restent, qui ne se sont pas volatilisés. Hop là, oui, on y est presque. J'ai deux points. J'ai une remarque par rapport à ce qu'a dit Alix. Moi, la compréhension que j'ai de la permaculture, c'est observer avec une partie agriculture, mais ce n'est pas de l'agriculture, c'est une façon d'optimiser éventuellement de l'agriculture, et donc c'est, on va dire, une philosophie itérative, et c'est exactement ce que vous avez décrit à la fin. C'est-à-dire que si dans la réflexion permacole, on décide que c'est faire de la production, ça répond un petit peu, c'est un mode de pensée, quoi, pour moi. Donc du coup, à mon avis, là-dessus, c'est raccord avec ce que vous décrivez, quoi. Et donc, du coup, ça veut dire aussi savoir remettre en question ses idéaux ou ses propres préjugés. Voilà. Donc, du coup, pour moi, on est complètement raccord. Et voilà, on confond permaculture, parce que ça finit pareil qu'agriculture, mais la permaculture n'est pas de l'agriculture, voilà, à mon avis. Et du coup, je rebondis par rapport aux discussions d'hier où j'ai déjà posé des questions avec monsieur qui a lancé son projet sur la noix. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que le collectif dure ? J'ai entendu au début, il y a eu la formation, mais ça ne fait pas la durée. Et hier, on a eu un intervenant qui disait que le collectif qu'il avait formé avait suivi des conseils de gestion de projet à plusieurs, quoi, si j'ai tout suivi. Alors là, aujourd'hui, on arrive dans le dur, on va dire, parce que la plantation, bon, chacun a planté, on travaille ensemble au niveau des noix. Techniquement, on est en train de voir pour monter une CUMA. Alors, c'est une coopérative d'intérêt matériel pour le matériel en commun et pour toute la partie noix, on va dire. Et quand je dis on arrive dans le dur, c'est que normalement on est en train de voir de toute façon pour créer une filière de noix et noisettes et de monter, même de transformer aussi sûrement des noix et noisettes. Et là, on parle d'argent, on parle de choses, et donc là, comme je dis, on arrive dans le dur. Donc, comme on a fait aujourd'hui pour rester en collectif, je pense que aussi c'est qu'on se réunit souvent. On se voit quand même relativement souvent. On fait des réunions au moins un minimum une fois par mois déjà, et c'est une obligation parce qu'avec tout ce qu'on doit faire, en vrai, on est en train de voir pour les statuts, pour un pacte d'associés, voilà. Donc c'est assez complexe. Et on est suivi par un juriste. Et derrière ça, il y a aussi un côté festif quand même quelque part, où on se retrouve aussi un côté, des fois, on se retrouve le soir et on va dans un resto, voilà quoi. Et ça, c'est un tout.
Et donc d'essayer de se retrouver ensemble et puis pas de parler que de noix non plus. Mais bon, malgré tout, on parle encore de noix, mais bon, des fois on parle d'autres choses pour un peu... et c'est ça qui fait, je pense, aujourd'hui encore le groupe qui reste soudé, quoi. Après, je ne sais pas l'avenir, quoi, mais encore aujourd'hui, c'est un peu ça les directives qu'on a, quoi. Et aussi, c'est... Dans le collectif, c'est aussi d'avoir... On a un objectif, c'est de la valeur ajoutée sur notre production. Et d'être toujours sur le même sens et dans le même train, quoi. Et tant qu'on a cet objectif-là chacun, je pense que ça peut aller, quoi. Avec des contraintes chacun, quoi. Donc voilà. Sociologiquement, on a des régions qui sont très très fortes en termes agricoles pour faire en commun, et pas qu'en termes agricoles en fait. C'est des régions où on a conservé ce tissu social fort, parfois de communautarisme, mais pas seulement, de savoir faire ensemble. La Belgique en est vraiment un très très fort exemple, où les choses se font ensemble très facilement. Moi, en tant que pépiniériste, par exemple, les pépiniéristes français savent que la concurrence belge est très importante, notamment parce que les Belges savent bosser ensemble. Et que s'il y a besoin de quelque chose en Belgique, on va le trouver parce qu'il y aura toujours un pour récupérer chez l'autre. On va voir ça avec les Bretons, on va voir ça dans certains endroits. Donc effectivement, et ça passe par un tissu social qui dépasse largement le domaine du travail. On fait ensemble, on est ensemble, on vit ensemble, on fait village. Ce qu'on essaye de réhabiliter là, et d'ailleurs tout le sujet de cette table, c'est aussi comment est-ce qu'on refait des villages, comment est-ce qu'on fait revivre des villages, pour parler à l'échelle de village. On va être obligé de conclure, donc je vais vous repasser la parole aux uns et aux autres pour savoir si vous voulez rajouter quelque chose. Oui. Juste pour le collectif, on descendait là, depuis 2017 dans le Lot, et du coup, avec d'autres nuciculteurs dans le Lot, on est venus copains. Eux, ils montent pour notre fête de la noix et nous, on descend aussi par rapport à ça. Donc voilà. Donc on a été bien reçus par les nuciculteurs parce que il y avait d'autres personnes qui nous voyaient un peu comme des concurrents, mais je dis non, on n'est pas concurrents, au contraire, on va s'aider entre nous pour améliorer la vente en France de ces produits-là, quoi. Moi, je le vois comme ça. Après, c'est vrai que chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Plus d'émulation et de construction en commun que de concurrence, finalement. Oui, c'est ça. Et au final, le projet en lui-même, moi, de mon point de vue, humainement, c'est super, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'est un bon message. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez envie de donner un petit point de conclusion par rapport à ce que vous avez entendu et échangé. Oui, non, je rebondis juste sur l'idée de faire village. Effectivement, ça fait rêver. On n'est pas dans le nord de Lyon, on a du mal à faire village. Et 45 habitants au kilomètre carré pour Lyon. Donc nous, on essaye à notre échelle de fédérer les gens, d'expliquer, voilà, donc on va continuer à œuvrer sur notre territoire. Merci à tous. Merci. Alix, un petit point supplémentaire ? Peut-être que je vais un peu redire ce que je viens de dire, mais bon, déjà, je suis super heureuse d'entendre toutes les initiatives qu'il y a un peu partout sur le territoire, à l'échelle de Lyon, mais aussi nationale. Et vraiment, voilà, moi je pense qu'on a un gros travail pour mettre en lien les agriculteurs à l'échelle de leur territoire, et donc un gros travail de mutation des postures de l'accompagnant et des conseillers agricoles. Et ça, je pense que bon, il y a un travail qui est en cours et qu'on va continuer de poursuivre. Et voilà, je suis très heureuse d'en faire partie. Voilà. Stéphane, un petit mot encore ? Juste, je vais rebondir sur la partie collective, parce que c'est effectivement important, et dans le monde agricole, mais dans le monde de l'entreprise aussi. Et donc, je réinsiste sur les statuts de l'économie sociale, donc les sociétés coopératives de salariés, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui peuvent associer et producteurs et salariés, et même territoires dans certains cas. Et toute cette économie sociale de l'entreprise, c'est quelque chose qui a, à mon avis, beaucoup de sens dans l'avenir, et notamment pour défendre tous ces intérêts de la transition agroécologique et sociale. Merci beaucoup à tous. On a eu une démonstration qu'en fait, tout ça est extrêmement complexe, va devoir s'adapter à chaque territoire, à chaque terroir, à chaque humain et chaque groupe humain qui sont sur place. Et j'espère que vous y avez trouvé des éclairages et un peu de joie quand même, malgré tout, parce qu'il y a de la joie et de la fierté avec tout ça. Merci à tous et puis à cet après-midi.